pour ce grand débat sur les ruptures dans le cadre de ce 48e congrès de l'Intech. Merci d'être présent. Vous êtes présent en présentiel, comme on dit depuis quelques mois, et aussi en distanciel, puisque c'est retransmis en direct sur YouTube. Merci de votre présence, de vous être déplacé dans ce contexte, mais je pense que le sujet, justement, se prête à ce contexte, c'est sur les ruptures. Alors, je présente Nicolas Bouzou, économiste, dirigeant du cabinet Asterest, essayiste. Jean-Marc Verscher, premier adjoint au maire d'Angers, premier vice-président de la communauté urbaine Angers-Loire Métropole. Philippe Pelletier, qui était déjà venu avec Nicolas Bouzou il y a un an ou il y a 2 ans, 1 an et 2 ans, président du plan bâtiment durable. Koumarad Pajani-Raja, directeur général d'Action Logement Immobilier. Hervé Lebras. Alors Hervé Lebras, c'est long à vous présenter puisque vous êtes démographe, chercheur à l'INED, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi essayiste. Pascal Asselin, dirigeant d'entreprise, économiste de la construction, élu et réélu président de l'Intech. Christelle Morancet s'excuse. Elle aurait représenté l'exécutif local, tout comme Christophe Béchu qui s'excuse aussi. Donc, mais l'exécutif local est éminemment représenté par la présence de Jean-Marc Verscher. Puis Christelle Morancet aurait eu sa présence aurait une autre vertu, c'est que ça aurait féminisé un petit peu sans atteindre la parité. Mais la parité est presque atteinte dans le public. Merci. Je vois la présidente de SMA BTP Banque. Président de SMA BTP Assurance. Donc, n'hésitez pas à interagir. On parle des ruptures. On va commencer par la rupture économique. Après, on pourra glisser sur la rupture climatique et forcément parler de bâtiments. Après, aller peut-être sur la rupture digitale, puis sociale. Ça permet d'essayer de structurer parce que le sujet est riche. Première question, comment évaluez-vous cette rupture, cette crise économique qui est liée à la pandémie, au confinement et à la pandémie? Quel est l'état des lieux? Comment vous l'évaluez? Chacun intervient quand il souhaite. Peut-être on va faire parler l'économiste, pas de la construction, mais en premier, Nicolas. Bonjour. Cette crise économique, elle est très particulière parce que ce n'est pas une crise économique endogène, c'est une crise sanitaire. Et donc la situation économique, elle dépend avant tout de la situation sanitaire ou de l'idée qu'on s'en fait. Donc on n'a pas de repères historiques ou très peu de repères historiques. Quand on regarde un peu les études économiques qui éclairent le type de situation qu'on vit aujourd'hui, les plus complètes que j'ai pu trouver sont liées à la grippe espagnole en 1918. Mais évidemment, la situation de nos sociétés était complètement différente. Je vais être extrêmement schématique pour être extrêmement synthétique, mais je vous dis en 2 mots comment je vois les choses. Bien évidemment, là, nous allons avoir quelques mois et quelques années qui vont être difficiles parce qu'on a interrompu l'économie de façon artificielle. Donc, c'était toute la période du confinement. Alors, bien évidemment, on a mis en place, en particulier en France, des mesures de politique économique qui étaient très fortes et très puissantes. Je ne reviens pas dessus, vous les connaissez par cœur, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État. Ces dispositifs sont en train d'être transformés puisqu'on est sorti du confinement. On les transforme en dispositifs pérenne, c'est ce qui est fait avec le chômage partiel pour les entreprises qui arrivent à signer des accords avec les syndicats. Dans le plan de relance, vous avez un volet qui consiste à renforcer les fonds propres des entreprises parce qu'on ne va pas prêter aux entreprises de façon indéfinie dans le temps. Bon. Je ne reviens pas sur des choses qui sont très connues. On a une montée du chômage, c'est normal. Hein. On a la récession la plus forte depuis 1942, donc forcément ça fait du chômage. On va avoir quelques faillites d'entreprises. Tout le défi de la politique économique en ce moment, et c'est pas facile à faire concrètement, hein. C'est très clair du point de vue théorique, mais je peux vous dire que concrètement c'est très difficile. Tout le défi de la politique économique, c'est de protéger les entreprises qui allaient bien avant la crise et de se dire les autres de toute façon elles devaient disparaître et ce que je vais dire est terrible, mais le processus de faillite des entreprises il est absolument nécessaire dans une économie de marché parce qu'il permet de réallouer les facteurs de production. Au début de la crise on sauvait tout le monde, voilà, donc c'était pas compliqué, on a mis un coma artificiel, mais
Maintenant, on peut plus faire ça. C'est pour ça que dans le plan de relance, vous avez des choses un petit peu nouvelles dans le vocabulaire de la politique économique, comme les titres participatifs, ce genre de choses, voilà, pour essayer de solidifier, enfin de protéger les entreprises qui allaient bien structurellement et de solidifier, de faire repartir l'économie. Mais on ne va pas se mentir, les 3, 4, 5 prochains mois et les 2 ou 3 prochaines années vont être forcément un petit peu compliqués. Je suis en revanche très optimiste à moyen terme, parce que j'aime beaucoup l'histoire économique et toutes les grandes phases de drame, et ce que nous avons traversé est un drame extrêmement grave, mais toutes les phases de drame sont suivies par des véritables phases de renaissance économique, pour des raisons qui ont été très bien montrées par un grand économiste autrichien que je cite souvent, qui s'appelait Schumpeter, qui expliquait que quand on était dans une situation économique extrêmement grave, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait marcher, que les entreprises pouvaient faire, c'était l'innovation, ce qui aboutissait à une régénération de l'économie. Et si cette innovation, elle est bien canalisée par des incitations publiques, typiquement dans le développement durable, mais ça veut dire que vraiment, on se retrouve finalement avec une économie et un état de la société qui est bien meilleur après le drame qu'avant, finalement, ce qui peut sembler paradoxal. Ce qui signifie, et je m'arrête là pour cette introduction, vous savez, j'entends beaucoup dire en ce moment, la génération des jeunes, c'est une génération sacrifiée. Je ne crois pas. Je crois que la génération qui est sacrifiée, c'est les gens qui sont plus âgés. C'est les gens qui ont 50 ou 55 ans et qui vont terminer leur vie professionnelle dans une situation qui n'est pas la situation la plus facile. Alors pour les jeunes, bien évidemment, c'est difficile d'entrer sur le marché du travail, même si on a mis en place des dispositifs tellement puissants. Je vous donne un scoop, par exemple, parce que je suis ça de très près. Vous allez voir que les chiffres de l'alternance, je ne sais pas ce que tu en penses, je crois pouvoir vous dire que les chiffres de l'alternance vont être exceptionnellement bons. Avec même des secteurs, parce qu'on a mis des aides tellement fortes que vous avez des secteurs qui n'avaient jamais fait appel à l'alternance. J'ai commencé à regarder ça avec les membres du gouvernement concernés, qui sont en train de prendre des alternants. Donc vous voyez, alors je ne dis pas que c'est facile pour les jeunes, mais en tout cas, on met en place des choses. Donc voilà, je pense que cette idée parfois un peu facile qui consiste à dire génération, pour les plus âgés, tout va bien, et pour les jeunes, c'est une génération sacrifiée. Je pense que on peut peut-être faire un diagnostic un peu différent en se disant, c'est dur, là ça va être dur, ces prochaines années, il va y avoir des faillites, mais voilà, vous savez, le capitalisme a une capacité de régénération qui est quand même assez exceptionnelle, et dans 5 ou 10 ans, ça va vraiment être super. Si vous voulez intervenir sur l'évaluation, l'état des lieux de la crise économique, et peut-être à l'échelle locale, Monsieur Vercher, on a eu toute l'analyse macro et globale. Bonjour à tous. C'est à l'échelle de la ville et de la communauté urbaine. D'accord. Simplement, je voudrais vous dire que c'est un honneur d'être parmi vous ce soir et de représenter Christophe Béchu. Vous perdez sûrement au change, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Simplement, je suis d'autant plus heureux que d'être au milieu des économistes de la construction quand on a fait sa vie professionnelle dans le bâtiment et que, en tant qu'élu, on a eu le plaisir de participer à la reconstruction, à la réhabilitation de ce centre des congrès ou des chantiers que Christophe Béchu a initiés sur ce mandat. C'est vraiment un honneur d'être avec vous. Et la crise que nous évoquons, mieux que personne, les économistes de la construction sont aux premières loges parce qu'on sait votre rôle dans la fiabilité des prix, dans la fiabilité des coûts. Et là, on est tous devant une feuille compliquée par rapport à ce qui s'est passé dans le bâtiment, dans les travaux publics, et pour demain, savoir quel coût tout cela va engendrer. Au niveau local, j'ai envie de dire que cette crise économique, notre enjeu à tous, c'est quand les territoires qui s'en sortent, les territoires dynamiques, vont aussi, nous espérons, et le nôtre particulièrement, s'en sortir ou tout au moins avoir une responsabilité encore plus forte en matière d'enjeux pour demain, en continuant à investir, en continuant à proposer des évolutions, des innovations et à mettre en œuvre des projets qui étaient dans les tuyaux. Si tout le monde, et c'est un peu le message que nous essayons d'imprimer, mais c'est difficile, surtout quand on voit ce qui se passe ces jours-ci. Et cet après-midi, on nous disait qu'il y avait encore plein de spectacles annulés et qu'on repartait vers
quelque chose dans l'Ouest qui est compliqué. Donc, si nous ne pouvons pas, si nous, les collectivités territoriales, on continue pas à investir, on ne remet pas, on se met sous le boisseau et on dit décroissance, c'est foutu, quoi. Hein. Donc, moi, la crise, bien sûr, elle est là, elle est forte, elle va pas s'arrêter demain matin. Deuxièmement, je pense qu'il faut tous ensemble, qu'on regarde les opportunités qu'elle nous donne en matière d'innovation, en matière de recherche. On le verra tout à l'heure, peut-être quand on parlera de rupture climatique ou de rupture sociale. On a, les collectivités locales, ce rôle de tampon, de modérateur, et il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps ce qui nous arrive et aux côtés du monde de la construction, aux côtés des habitants, on sache ne pas se replier sur nous-mêmes. D'accord, c'est intéressant parce que le mot le plus prononcé par rapport à crise et rupture, c'est le mot innovation, donc on en parlera tout à l'heure, puisque ça peut être revêtir différentes formes, et on parlera aussi notamment du digital. Sur un mot sur le plan de relance, parce que c'est une première réponse structurante du gouvernement annoncée par Jean Castex la semaine dernière. Monsieur Vercher, qui intervient, qui veut, et Nicolas aussi, je pense que tu y as participé à cette construction du plan de relance. Peut-être, si vous permettez, pour dire que c'est une opportunité superbe et énorme, et qu'il ne faut pas qu'on la galvaude, il faut qu'on s'attelle à ces 3 fois 30 milliards là, oui. Il faut vraiment que tout le monde tire dans le même sens, se l'approprie. Et c'est un levier énorme. En tout cas, je pense. C'est une première réponse structurante. On en parlera aussi tout à l'heure parce qu'il y a toute la dimension, tout le prisme bâtiment, construction. Un petit mot peut-être. Non, mais je dis un tout petit mot sur le plan de relance. Je pense qu'il est très bien. C'est 80 milliards d'euros, c'est pas 100, mais peu importe. Mais c'est beaucoup d'argent. Voilà, je pense que c'est un plan de relance qui a un immense mérite, c'est que c'est pas un plan de relance en fait. C'est-à-dire qu'un plan de relance, l'idée ce serait de dépenser de l'argent en se disant il faut vite revenir au niveau d'activité d'avant. Donc ça existe, hein, c'est une dimension du plan de relance qui existe. Mais c'est aussi un plan qui s'attaque à des retards structurels dans le domaine bien évidemment de la rénovation des bâtiments, dans le domaine de l'investissement des entreprises, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la formation. Hein. Il y a un très gros volet formation, apprentissage. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien dans ce plan de relance. Et d'ailleurs, j'y avais consacré l'un de mes éditos dans l'Express en disant que le grand mystère de ce plan de relance, c'est qu'il aurait fallu le faire avant la crise, en fait, parce que ça correspond finalement à des problèmes structurels de l'économie française. Très rapidement, juste pour faire du mauvais esprit, parce qu'en France, on est quand même toujours là pour critiquer, quelques dangers. Premier danger, que la plus grosse somme de cet argent soit débloquée en 2022 et pas en 2021, alors qu'il faut que ce soit la plus grosse partie. Ce sera difficile, hein, mais ce serait bien que la plus grosse partie soit débloquée, en tout cas la moitié, dès l'année prochaine. Deuxième danger, les plans de relance. Moi, je ne suis pas encore trop vieux, mais j'en ai vu déjà pas mal. Et ils sont souvent bien. Et on ne les retrouve pas toujours sur le terrain, parce qu'on a une administration en France, comme vous savez, qui est formidable, qui est très compétente et qui est parfois tellement compétente qu'elle arrive un peu à tout freiner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis des préfets à la relance. Alors, toujours soigné par la bureaucratie, par plus de bureaucratie, ça heurte un peu mon surmoi libéral, mais pourquoi pas. Non, mais d'où le rôle important des collectivités locales. Et voilà. Et dernier danger, je m'arrête complètement. Et ça, c'est vraiment peut-être j'alerte un tout petit peu la majorité là-dessus. Je trouve que c'est un plan de relance qui est un peu configuré pour les grandes entreprises. Voilà, et peut-être pas suffisamment pour les petites entreprises. Tout à fait. Alors, sur le plan de rénovation énergétique, c'est un point très important de ce plan de relance de 80 milliards. Le plan de rénovation énergétique, Kumaran Pajani-Raja et Philippe Pelletier et Pascal Asselin, c'est votre domaine et vous y avez participé. 6 à 8 milliards. Je ne vous demande pas si vous l'évaluez de façon positive, parce que j'imagine la réponse, mais quel est votre avis et aussi quelle est la répartition sur ces 6 à 8 milliards, puisque entre le public, le privé, etc. D'abord, un mot pour relier la question posée au sortir de la crise. Oui. S'il y avait des gens qui doutaient encore que l'homme pesait sur les dérèglements climatiques,
La crise nous a apporté une superbe démonstration, qualité de l'air améliorée, émissions de gaz à effet de serre réduites, et puis quelque chose d'autre qui est plein d'espoir, consommation d'énergie dans les logements identique, ce qui veut dire que lorsqu'on n'occupe pas son logement à plein temps, on le chauffait à plein. Oui. Ça veut donc dire qu'on a là une marge de progrès par la simple régulation pour réduire la consommation d'énergie, parce que là, on avait besoin de chaleur, mais auparavant, on n'en avait pas besoin, mais on la consommait de la même façon. Bon. Donc, clairement... Déjà, c'est très positif, il y a un potentiel. Bon, alors, le premier signal de sortie de crise qu'on voit, c'est que le plan de relance, il est très environnemental. Hein. Alors, on dit un gros tiers de ce qui est investi l'est sur ce terrain. Et à l'intérieur de cet effort environnemental, un bon tiers concerne le bâtiment. Et comme Nicolas le disait il y a un instant, franchement, on aurait pu écouter plutôt les présidents des grandes fédérations, peut-être le plan bâtiment durable, et faire l'effort avant. Parce que les fondamentaux qu'on va mettre en œuvre, ils existaient auparavant. Simplement, on a là, heureusement, le déclic qui permet de passer à l'acte. J'en profite pour dire qu'il y a Jacques Chanu, ancien président de la Fédération française du bâtiment. Je lui faisais un clin d'œil sans le pour le public. Mais il l'avait compris. Oui, je le sais, mais c'était pour le public. Alors, ce que je veux dire sur ce plan, c'est au moins 3 choses. La première, c'est que en doublant l'effort, un peu plus que doublant l'effort financier précédent, on ne mégote pas. Là, on est dans le sérieux. La deuxième chose, c'est qu'on joue sur l'ensemble du parc, principalement la rénovation, mais pas seulement la rénovation. Il y a aussi un effort de construction qui est fait. Qui est très partiel. Tout à fait, mais à la hauteur de ce que représente la construction dans l'ensemble de l'activité immobilière, c'est-à-dire 1%. Mais ce qui est déjà très faible en soi. Voilà. Donc c'est un mal sur un mal. C'est un mal sur un mal. Lorsqu'on est dans la relance et lorsqu'on veut qu'en 2021 on consomme le maximum, le terrain de jeu par excellence, c'est tout de même la rénovation. Il y a plus d'espoir d'avoir des devis signés tout de suite et des travaux l'année prochaine en matière de rénovation qu'en matière de construction, où le temps long se développe nécessairement, ne serait-ce que pour obtenir les autorisations d'urbanisme. Mais justement, si je peux me permettre, c'est un mal sur un mal sur un mal, parce qu'en écoutant Pascal Asselin, parfois l'obtention et le démarrage d'un marché, c'est énorme. Et donc finalement, c'est un problème qui fait que ça ne peut pas justifier en soi qu'on ne fait pas de neuf, parce qu'on ne fait pas de neuf parce que finalement c'est long à démarrer, mais on a l'impression que c'est un angle mort dans le plan de rénovation énergétique, le neuf. Je ne le pense pas, mais je vous dis que l'essentiel porte sur le terrain où cela doit se déployer si on veut obtenir les objectifs de la relance. D'accord. Donc premier point, c'est celui-là. Deuxième point, on joue sur l'ensemble du parc, et il n'y a pas un secteur d'oublié, y compris le parc détenu par les petites et moyennes entreprises, qui va bénéficier d'un crédit d'impôt assez significatif, 30% de la dépense, pour permettre d'investir dans la rénovation des locaux tertiaires, ce qui n'allait pas de soi. Hein. Et là, on a ce champ-là, le résidentiel bien sûr prioritaire, mais aussi le parc tertiaire public. Et puis cet effort que moi je porte en vain depuis des années, mais là on commence à y arriver, on va s'occuper des écoles. Et moi je pense que c'est la clé d'un mouvement général qui, par le biais des enfants qui vont voir ce qui se passe, vont entraîner les parents à rénover les logements. Donc je crois à cette filière-là, et là, on a un écho tout à fait positif. Donc, en gros, moi je dis qu'on a là quelque chose d'assez exceptionnel, et quand j'entends Pascal Asselin dire il faut y aller, il faut qu'on se mobilise pour soutenir le plan, je l'approuve. Et je souhaite que l'ensemble des fédérations aient ce discours-là. Le moment me paraît venu de cesser de mégoter, de dire que le compte n'y est pas, parce qu'il n'y sera jamais à la hauteur de nos ambitions, mais au moins on a quelque chose. Dernière observation, qui est pour moi essentielle, et que la présence de
de mon voisin Jean-Marie Verschère révèle, ce plan ne fonctionne que si l'État réussit pas seulement à avoir un appareil étatique décentralisé, capable de porter la bonne parole, mais si on donne la main aux collectivités territoriales. Il reste encore ce saut à faire, c'est pas rien, mais il faut que clairement la conduite des opérations, si on essaye d'augmenter la maille d'intervention pour avoir des actions groupées plus significatives, elle soit portée par tout à fait, tout le fléchage et la mise en œuvre. Voilà. Bon, en plus, les écoles, c'est les mairies. Les lycées, c'est les régions. Christelle Morancet, présidente de la région, s'excuse. Elle a eu un contretemps et elle ne peut pas venir. Mais est-ce que, Nicolas Bouzou, vous confirmez, le neuf, c'est un manque, la construction neuve, parce que c'est quand même révélateur de l'état d'une bonne santé d'un pays? Alors, l'argument de Philippe Pelletier est très convaincant. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la rénovation, c'est ce qui permet d'aller vite et de faire de l'activité économique tout de suite. Mais en fait, je pense que ce sont deux sujets différents. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de la rénovation et il y a le sujet du logement. Et on a quand même dans notre pays un problème majeur de logement qui n'est jamais adressé. Il ne l'est pas politiquement, mais il n'est même pas intellectuellement. J'ai très peu de mes collègues qui s'intéressent aux questions de logement, alors qu'on sait bien, non pas qu'on manque de logements en France, c'est pas très exactement ça, mais qu'on manque de logements là où on en a besoin. Quand vous regardez le stock de logements en France rapporté au nombre d'habitants, en fait, on est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Je crois même qu'on est un petit peu au-dessus. En revanche, les logements ne sont pas forcément là où sont les emplois. Et je m'inquiète un peu quand je vois certains nouveaux maires s'engager dans des politiques extrêmement malthusiennes consistant à dire oh là là, mais il faut moins de logements. Alors là, je m'affole, surtout quand on se réclame d'une politique sociale, parce que moins de logements, c'est augmenter le patrimoine des riches. Voilà. Et c'est de la décroissance. Moins de logements, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est faire augmenter le patrimoine des propriétaires. Bah oui, bien sûr. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à construire plus là où on en a besoin. Il faut débloquer un certain nombre de verrous et le faire comprendre politiquement, parce que c'est pas facile politiquement de dire à des gens on va construire des logements dans votre quartier, parce que eux ils n'en ont pas forcément envie. Donc il y a un vrai. Mais il faut vraiment de localisation, d'hyperlocalisation. Oui, c'est surtout un sujet de localisation, mais il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais on a déjà une politique monétaire qui fait monter les prix des actifs et donc la valeur des patrimoines. Si en plus on ne construit pas de logement, on va faire exploser les inégalités de patrimoine ces prochaines années. Et donc non seulement c'est pas bon du point de vue économique, mais socialement ça va être une rareté. Donc les prix vont monter. Bien sûr, donc ça va être vécu très douloureusement. Avec en plus un pouvoir d'achat des ménages qui risque de baisser. Et puis moi je voudrais ajouter quelque chose, c'est que pour maintenir une population en nombre, il faut construire 7 logements pour 1000 habitants par an, à cause du décloisonnement des familles et du vieillissement. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois de construire des logements, sur Angers de construire 1000 logements, on est 150 000 habitants la ville, de 155 000, construire 1000 logements, et en fait on ne bougera pas d'un iota en population. On répondra peu ou prou à la demande du décloisonnement des familles, de grands logements nécessaires parce que, on le sait, les enfants sont accueillis d'un côté et de l'autre. Il y a déjà un vrai souci, et pour accueillir des logements de qualité, pour loger des populations qui le sont peu ou mal, on a un sacré effort à faire. Oui, et le taux de renouvellement du parc est de 1% seulement. Depuis très longtemps. Il y a dans le plan de relance une disposition intéressante qui est d'encourager les maires qui appliqueront leur PLU. Aujourd'hui, quand le PLU dit vous pouvez construire un R+5, le gars qui demande un permis de construire, il obtient un R+3. Eh ben, on leur dit, si vous appliquez ce que vos documents d'urbanisme prévoient, on va vous aider. Et cette idée-là, elle consiste à permettre de densifier davantage la ville existante, donc de lutter en même temps contre l'artificialisation des sols. Monsieur Koumaran Pajani-Radja, alors vous êtes un opérateur, un constructeur et un rénovateur. Vous avez un parc le plus important parmi les acteurs du logement social, qui est de l'ordre d'un quart, 25%. Oui, un quart du parc HLM, effectivement, fait partie du groupe Action Logement. Action Logement, taux de croissance de 30% par rapport à vos concurrents, ce qui prouve qui dépasse la taille de votre parc. Donc c'est un signe de dynamisme. Une croissance assez forte. Peut-être pour
pour présenter très brièvement Action Logement, puis je rebondirai effectivement sur les propos sur la crise et puis un petit peu sur l'avenir au sein des territoires. Action Logement, c'est d'abord une structure qui est pilotée par les partenaires sociaux, et je pense que dans ce climat économique et social, ça a sa résonance. Donc par une gouvernance qui est soucieuse des impacts économiques et sociaux de la place du logement dans les territoires. Alors vous l'avez rappelé, 1 million de logements, près d'un tiers de la production nationale de logements sociaux, 5 milliards d'euros d'investissement dans les territoires, mais au-delà de ces grands chiffres, je pense que le gigantisme n'a aucun intérêt. C'est d'abord du logement de proximité, pour de l'emploi de proximité et donc de l'attractivité des territoires. C'est ça, comme la vraie vie des bailleurs sociaux du groupe Action Logement, c'est d'abord servir ces priorités-là. Du logement pour les salariés, de l'activité économique et donc de l'attractivité. Alors cette crise, on a beaucoup parlé de la crise sanitaire, du confinement, qui a pour les bailleurs sociaux stoppé l'activité, il faut être clair. Qui a stoppé l'activité de production tout simplement, enfin chacun peut l'imaginer avec le confinement, créé un grippage de la chaîne de valeur entière. J'ai envie de dire du fabricant jusqu'au metteur en œuvre. Le maître d'ouvrage est tributaire du bon fonctionnement de cette chaîne de valeur. Donc nous avons connu ce stoppage net de toute cette activité. Mais néanmoins, du point de vue économique, et je viendrai sur le plan social après, je pense qu'avant même l'annonce du plan de relance, la commande des partenaires sociaux à la tête d'Action Logement, c'était, avant de parler de relance, il faut être acteur de la reprise. Et donc, quelque part, vu notre force de frappe, avec une 60aine de filiales sur tous les territoires de métropole et d'outre-mer, vu quelque part le poids aussi du logement dans l'activité économique des territoires, les filiales d'Action Logement ont été des acteurs de la reprise en accélérant des choses qui paraissent être du détail, genre les délais de paiement des factures. Les délais de paiement des factures pour des entreprises qui sont exsangues comme ça par une activité qui s'est arrêtée, c'était vital pour éviter qu'elles meurent tout simplement. Donc nous, bailleurs sociaux, et les partenaires sociaux ont été très regardants, très attachés à ça, nous sommes sentis acteurs de la reprise dans un premier temps, sur ce secteur de la construction bien évidemment, mais par capillarité, le secteur du logement et tout l'écosystème, si je puis dire, du logement au sein des territoires, être un acteur de la reprise en réalimentant la machine de la production progressivement, en rassurant le secteur économique sur les objectifs de production. C'était important à ce moment-là, ça nous paraît aujourd'hui derrière, parce qu'on parle de relance et d'avenir, mais revoyons un petit peu les derniers mois, les dernières semaines. Il y a le confinement, il est 2 tours des municipales en plus. Tout à fait. Jusqu'au 20 et j'y venais, le deuxième élément, et si je puis dire, la perturbation électorale, qui est tout à fait légitime, mais qui a quand même frappé les territoires, qui a perturbé l'activité aussi là du logement. Et je dirais que le logement et Action Logement, on est un bon indicateur, parce que quand on représente ce que l'on représente en développement, en présence et en territorialité, nous avons effectivement subi ces derniers mois la crise sanitaire, c'est comme ça, aussi les perturbations électorales, parce que nous sommes grandement tributaires de la commande publique locale, monsieur le maire, vous le savez très bien. Et donc aujourd'hui, après cette période de reprise et les annonces très encourageantes effectivement du plan de relance portant grandement dans le secteur du bâtiment sur la rénovation, aujourd'hui, il nous faut regarder l'avenir. Et quand il s'agit de regarder l'avenir, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, je dis toujours à mes équipes, c'est nous sommes chacun dans les territoires des acteurs de la relance. Il faut bien sûr un plan national, nous avons besoin enfin des collectivités. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui très concrètement ? Eh bien, on cherche à donner de la visibilité en matière de production de logements sociaux. On a besoin de la confiance des élus. Monsieur le maire, c'est important. Sans élus, il n'y a pas de logement. Il peut y avoir enfin des bailleurs sociaux, mais sans élus, sans la confiance des élus, on ne produira rien. Donc on se doit de tracter comme ça la confiance, le dynamisme local, de refixer une trajectoire de production, de rénovation, donner de l'espoir aux entreprises. On en a besoin. Alors dans le cas du plan de relance, il y a effectivement une dynamique qui est tracée sur les éléments de rénovation. Je n'ai pas encore le détail là, sur une ligne de 500 millions d'euros portant sur la réhabilitation lourde. Elle va bientôt arriver dans le cas des logements sociaux. Oui. Mais ce qui est important, et là-dessus la remarque de Nicolas Bouzou était très pertinente, c'est que structurellement, les territoires sont différenciés, ils n'ont pas tous les mêmes besoins de logement, et on constate structurellement des déséquilibres entre l'offre et la demande. Les partenaires sociaux, ils sont très attachés parce que le logement est une composante essentielle, déterminante de l'attractivité économique d'un territoire. L'entreprise n'y va pas, ne s'installe pas s'il n'y a pas de logement pour les salariés. Et si les logements ne sont pas de bonne qualité, les salariés vont voir ailleurs. Donc on constate comme ça déjà des mouvements pendulaires entre certains grands territoires. Donc ce qui est très important, c'est que aussi, dans le cadre de cette relance, qu'elle soit dans le plan ou pas, nous soyons toujours conscients de la construction de logements pour loger tout simplement des habitants sur les territoires. La rénovation y contribuera grandement. L'offre neuve aussi. Donc c'est la raison pour laquelle Action Logement va clairement investir plus fortement. Les partenaires sociaux ont mobilisé des fonds dans le cadre d'un plan d'investissement volontaire. Maintenant, il nous faut non pas mobiliser des fonds, mais transformer les choses en action territoriale, en production. Et toujours la même chose, confiance,
entraînement du secteur économique et puis apporteur de services pour les entreprises. Ce qui est sous-jacent dans ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi la notion de localisation. Bien évidemment, c'est des territoires. Un territoire n'égale pas un territoire et la somme des territoires n'égale pas le pays quelque part. On est dans un pouvoir, peut-être, c'est peut-être un des leitmotifs de l'analyse de Hervé Lebras sur la gouvernance dans le pays. Mais est-ce que l'enveloppe de 500 millions, on a l'impression, est-ce qu'elle est suffisante, en tout cas en ratio par rapport à 6-8 milliards de mes façon mathématique de calculer 500 millions par an aussi, et c'est quand même le marché de l'habitat social. Et est-ce que c'est assez fléché et assez défini ou vous avez besoin d'éclaircissement ? C'est une enveloppe considérable, elle est déterminante, elle est bienvenue, c'est évident. Enfin, loin de moi l'idée de dire qu'elle est insuffisante. Il faut préciser ses modalités de déploiement, et là-dessus, je pense que la ministre du Logement s'est engagée à les préciser très rapidement. Il nous faudra, dans les semaines et les mois à venir, conjuguer simultanément un effort de rénovation très important permis par le plan de la relance, mais aussi maintenir une production neuve. Je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, au sein du groupe Action Logement, on a un taux de VFA, donc, comme vous le savez, par opposition à la maîtrise d'ouvrage immobilière, qui est de l'ordre de 60 à 65%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque la promotion immobilière neuve tousse, le secteur du logement social tousse aussi. Donc, quelque part, toutes les mesures qui viendront alimenter la confiance, donner une trajectoire de développement pour la production neuve comme pour la rénovation, contribuent à résorber, c'est vrai, cette crise du logement qui dure depuis très longtemps, mais qu'il nous faut maintenir sur deux jambes, une jambe neuve et une jambe de rénovation. Hervé Lebras, Pascal Asselin, vous êtes très complémentaires peut-être dans vos analyses. Quel est votre avis, Hervé Lebras, sur cette crise et sur la situation du logement en France avec, on entend un concerto de voix sur il faut renforcer le neuf parce que pour différentes raisons de principe, et puis c'est une bonne santé et il faut du logement pour tous. Et là, il y a une focalisation qui est aussi justifiée sur l'ancien, la rénovation de l'ancien. Je crois que ce que je viens d'entendre correspond tout à fait à la situation, particulièrement les écarts géographiques entre ce qu'on appelle les zones tendues et puis le reste du territoire. Si je pense, peut-être, si vous voulez vous loger actuellement, je ne sais pas, à Nevers, vous n'aurez pas de grosses difficultés, y compris dans le logement social. Mais ça ne sera bien sûr pas la même chose à Aubervilliers. Donc là, il y a un problème qui est, je ne pense pas qu'il ait été beaucoup, ni même un peu abordé par le plan de relance. Et si j'insiste là-dessus, c'est que c'est peut-être un point qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais il y a un aspect essentiel dans la disponibilité de logement qui est la mobilité de la main-d'œuvre. Donc le lien avec l'économie est extrêmement important. Et il faut se souvenir que bien sûr, au tout début, le logement social, disons dans la première partie du XXe siècle, ça a été très lié aux entreprises. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, dans la reconstruction, ça a été dans l'idée, c'était pas un logement pour les plus démunis, c'était un logement pour permettre aux jeunes notamment et aux jeunes couples de pouvoir s'installer là où l'industrie se développait. Et quand si vous tracez une carte de France de la proportion de logements sociaux, vous retrouvez pratiquement la carte de France de l'industrie dans les années 60-70. Donc ça a été extrêmement fort. Et on a perdu ce point de vue. On est allé dans un sens, je dirais à l'anglo-saxonne, social housing, le logement pour les pauvres. Or, la question du logement, elle touche toute la population. Elle est essentielle économiquement, d'autant plus dans un pays comme la France où c'est extrêmement difficile de migrer pour deux raisons au moins. C'est d'abord que changer de logement, même en plus de ça, changer de logement social, accéder à entrer dans la file de ceux qui demandent. Et puis, culturellement, les Français sont très habitués à leur environnement, à leur réseau de relations. Donc, le logement, là-dedans, pousser dans la question du logement, a une importance extraordinairement grande dans les années à venir si on veut, justement, redynamiser, renforcer l'industrie. C'est un outil d'aménagement, de développement économique. L'entreprise vient là où il y a du logement ou là où il y aura du logement.
Oui. Ça fait partie du contrat. Ou du moins, il faut qu'il y ait des logements là où elle en a besoin. Pascal Asselin, vous participez en tant que représentant et vous-même économiste de la construction à la construction, sur la rénovation et sur le neuf. Donc quel est votre avis sur ce plan, sur cette dichotomie neuf-ancien ? Alors, bon, je vais donner un petit avis sur le plan. Je suis peut-être moins, je dirais, introduit que les experts qui sont à ma gauche, mais déjà sur le thème de la rupture, moi je trouve qu'on a vécu une rupture de rupture, et ce qui peut effectivement aujourd'hui nous donner une belle perspective, eh bien c'est nous-mêmes. Je dirais que la solution, elle n'est pas que dans les milliards, elle est dans notre comportement. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit post là-dessus. J'avais dit pendant la période de confinement, j'avais dit, mais c'était un thème très simple, hein, c'était sur la sécurité dans les chantiers. La sécurité sur les chantiers, c'est pas une partition qu'on joue en solo, c'est une symphonie. Si vous voulez, c'est exactement la même chose, ce qui nous attend. Qui me disait tout à l'heure, c'est toi, Koumaran, qui disait, bon voilà, on a accéléré les paiements pour les entreprises. C'était la survie. Il y a des collectivités, je parle des marchés publics, qui ont leur propre jurisprudence sur une plateforme qui s'appelle Chorus et qui empêche de payer les fournisseurs parce que c'est bleu alors que ça devait être rouge, parce que c'était vert et ça devait être jaune. Et la plateforme dématérialisée, elle est la même pour tout le monde. Qui est obligatoire depuis 2019, progressivement selon la taille de la TPE. L'ancien président de la FFV pourrait témoigner. Oui, c'est selon la taille de la TPE, c'est obligatoire. Et donc, on se renvoie tout le temps la balle et on oublie le bon sens. Et par exemple, tout bête, il y a un article, alors je ne voudrais pas dire bêtise, je crois que c'est le 18.2 du CCAG Travaux qui dit le maître d'ouvrage, donc le donneur d'ordre, peut modifier le paiement. Voilà. Très bien. Et c'est pas retour à l'envoyeur et on recommence les délais de paiement de 30 jours ou 45 jours. Voilà, c'était la petite histoire. Mais c'est ça, c'est qu'il faut qu'on joue maintenant la symphonie. Il n'y a pas le choix. Et quand j'ai rajouté sur le thème d'aujourd'hui les ruptures et la confiance, il faut qu'on se fasse confiance parce que ce qui vient d'arriver, c'est absolument extraordinaire. Moi, je vous dis, j'ai une petite entreprise de moins de 10 salariés. Quand on nous a confinés, je me suis dit, mais oh là là, mais comment je vais faire ? Comment je vais payer mes salariés ? Comment je vais travailler ? Et 2 jours après, on dit, non, mais attendez, le chômage partiel, payer 84% du net, vous déclarez. Alors, je l'ai fait, l'autodéclaration. Je ne l'ai pas utilisé. Mais franchement, c'était formidable. Ça a mis un peu de temps, c'est-à-dire quoi ? 1 semaine. Non, mais vous vous rendez compte ? Le PGE, alors, Madame Sylvie Loire-Fabre pourra témoigner, hein, c'est représentant d'une institution bancaire. Hein. Ouais. Hop, un clic, BPI France, poum, on reçoit un numéro, l'heure qui suit. J'envoie ça au banquier, la semaine suivante, hop là, c'est traité. Non mais quand même. Alors il y a eu quelques petites scories par-ci par-là, parce que bon, voilà. Mais je pense que là, franchement, c'est le moment d'y aller, quoi. Et c'est pas le moment, c'est un devoir. Hein. Donc il y a eu un amortisseur économique très important et c'est le moment de rester solidaire, c'était sous-jacent dans ce que vous disiez. Mais c'est évident, il faut qu'on se fasse confiance. Écoutez, mais quel est le pays dans le monde, sur les deux mains, qui ont mis en place les mesures. Alors, tout n'est peut-être pas parfait, on peut tout le temps parler du sexe des anges. Par exemple, au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, on a parlé du sexe des anges pendant des dizaines d'heures pour savoir si on n'avait pas 100 millions qu'on nous enlevait là pour le CICE, le machin, le truc, et là, c'est 7,5 milliards qui arrivent sur la table. Mais c'est un formidable booster, c'est une chance inouïe. Et donc, je pense que ça peut être un moteur de déclenchement, peut-être j'espère, d'une période vertueuse. Alors, on a parlé de la rupture économique et on a glissé, ce qui est tout à fait logique sur le plan de rénovation et donc le logement. Allons avec des éléments positifs dans les réactions peut-être de l'exécutif, des collectivités, bien évidemment, peut-être encore plus, et de la population qui a pris à bras-le-corps ce problème. Allons sur le climatique. On a quand même des chiffres qui sont plutôt négatifs, c'est-à-dire que la consommation d'énergie du parc immobilier n'a baissé que de 1% entre 2009 et 2016. Ce qui est très faible, et on est très très loin du plan climat et de l'enjeu 2050 de neutralité carbone sur un secteur qui est vital à tous les plans, le bâtiment, mais qui représente 40% de la consommation d'énergie et 25 à 30% selon les chiffres et les experts des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, le constat, bien évidemment, il faut rester positif, mais on a un chiffre qui est quand même assez négatif sur cette baisse qui est très faible. Qu'en pensez-vous ? Peut-être suis-je trop alarmiste, mais c'est aussi pour... Alors, je vais commencer par nuancer le propos. On ne parle pas d'une masse qui, entre 2009 et 2016, est restée à l'identique. Bien sûr. Puisqu'elle s'est accrue d'un peu plus d'1% par an. Ça veut dire 10% dans les 7 ans que vous évoquez. Tout à fait. Et donc, on a un mieux de 10%. On peut peut-être accepter cela, ce qui est déjà un point de départ. Ensuite, je crois que l'on pêche collectivement
ce que je vais dire est compliqué. On est dans l'urgence. On sait bien que les mesures qu'on prend aujourd'hui, elles vont avoir un effet positif à 30 à 50 ans. Ça veut dire qu'on ne peut plus attendre, il faut agir. Mais il faut aussi qu'on accepte que lorsque les partenaires sociaux ont, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, décidé de ce vaste programme, ils ont fixé un horizon qui est 2050. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'ils ont pensé, avec raison, qu'il fallait pratiquement 2 générations pour que notre société s'approprie le sujet, adhère aux propositions et les mette en œuvre, pour que l'industrie produise les éléments, les équipements innovants dont on a besoin pour accompagner ce progrès, pour que les entreprises de la main-d'œuvre progressent, se transforment, apprennent le geste plus qualifiant qui allait assurer cet équilibre. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, moi, je ne suis pas les yeux rivés sur le compteur à dire qu'on n'est pas qu'on n'a pas les résultats attendus. Je dis simplement, nous sommes dans une voie, sur une piste qui est la bonne piste, parce qu'on a joué sur l'ensemble des transformations qu'on peut attendre, à la fois l'industrie qui innove, à la fois les entreprises qui s'améliorent et qui accroissent leurs performances, à la fois la société qui comprend l'intérêt des transformations et qui ajuste ses comportements. Tout ça, c'est un ensemble. Et les élus locaux qui font de ce sujet un sujet central de leur développement local. Tout ça, c'est une transformation, une rupture avec des habitudes, avec des routines. On a le droit d'être impatient et de dire que ça ne va pas assez vite. Oui, ça ne va pas assez vite, mais le progrès est en mouvement, et moi, c'est ça que je retiens. Crozier, du temps que je faisais mes études, nous expliquait qu'on ne change pas la société par décret, et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Tout est dans l'appropriation, mais on peut penser que le plan de rénovation énergétique va avoir un effet accélérateur sur ces chiffres. Je ne sais pas qui peut répondre, mais moi je peux répondre, bien entendu. Oui, non, mais je ne dis pas ça pour plaire, puisque mes questions peuvent parfois déplaire, mais c'est une impertinence pour rentrer dans le fond du sujet. Cyril, sur le plan de rénovation énergétique, on en a parlé avec, tout à l'heure en aparté avec M. Pelletier, c'est que, avec Philippe, enfin moi j'y crois beaucoup, pour les grands ensembles et les PME, TPE, à mon avis ça peut marcher. Après, le secteur diffus, ça reste tout le temps une grande interrogation. Quand je parle du secteur diffus, c'est nous. Vous savez, nos propriétaires de logements, de maisons individuelles. Et là bon. C'est les ménages. C'est les ménages, voilà. C'est nous. Donc, entre dépenser de l'argent pour son confort ou isoler les murs, sachant que... Alors, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que le taux de renouvellement d'un logement, c'est 12 ans, je crois. C'est-à-dire qu'on reste propriétaire 12 ans d'un logement en France. Ce qui est, non, mais c'est quand même surprenant. Ouais. Le taux de rotation, c'est quand même... je ne pense pas dire une bêtise, non ? C'est long. Oui. Donc, on dit qu'on construit pour sa vie, c'est pas du tout vrai. La société a beaucoup changé, apparemment. Donc voilà, enfin bon, c'est monsieur Lebrun qui est démographe, il en sait un peu plus que moi là-dessus. Mais pour s'adresser aux ménages, il y a cette fameuse prime. C'est quand même impressionnant quand on regarde en macro ces chiffres-là. Alors, ce que dit Pascal est vrai, et c'est la justification du temps long dont on a besoin pour transformer la société. C'est clair. Imaginez un ménage qui habite le pavillon de ses parents et peut-être de ses grands-parents et qui n'a jamais entendu parler d'une transformation du cadre d'habitat. Ils vivent dans le jus qui faisait vivre les générations passées. On leur dit, c'est le moment de faire des transformations assez radicales. Ces transformations, il va falloir les conduire en site occupé. Et on s'adresse, s'agissant du logement individuel, à une population qui est vieillissante et qui pense que peut-être ce sera l'affaire des enfants lorsqu'ils hériteront de faire les travaux. Les enfants héritent. On a un certain nombre. C'est les enfants et l'État qui héritent. On a un certain nombre de pesanteurs, d'acculturation nécessaires qui supposent du temps. Et parce que ça ne va pas de soi que la rénovation assez puissante d'un logement
fait partie de l'ordinaire. Hervé Lebras, j'ai une question de Béotien. Si on sait que la population, la pyramide des âges, on est des strates d'âge assez âgées, ça fait forcément de la... sans être roturier trop, ça fait de la rotation au niveau des transactions, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, parce qu'il y a des droits de succession assez volumineux, et qui sont obligés de vendre. Et de toute façon, eux aussi, quand il y a des changements pour des questions d'emploi, et malheureusement, ça va peut-être se passer de plus en plus de façon négative avec des pertes d'emploi, dès qu'il y a une transaction, c'est une opportunité pour de la rénovation énergétique aussi. Pour vendre, il faut quand même que son logement soit à peu près d'équerre, non? Et ça, c'est quelque part une chose positive. Oui, ça dépend des normes qui sont fixées, mais sinon, ce qu'on sait en général, je ne suis pas du tout un spécialiste des transactions dans le logement, mais c'est qu'en fait, les améliorations du logement, c'est comme les équipements spéciaux dans les voitures, ça n'augmente pas beaucoup le prix de vente. Hein. Ce n'est pas un argument... Oui, bien sûr. Mais ça non. limite les dépenses d'énergie, en chauffage et autres. Oui, enfin là, là, à nouveau, il faut regarder, les bilans sont complexes. Dans toute cette question, d'ailleurs, je vais peut-être vous faire sursauter, mais dans ces questions d'environnement et d'écologie... quand on en parle en France, j'ai un peu l'impression comme pour le nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire comme si le reste du monde n'existait pas vraiment. Or, cette question de l'environnement, c'est une question mondiale. Le réchauffement, ce n'est pas nous qui allons le maîtriser avec 1% de la population mondiale, c'est le reste de la population mondiale qui doit s'y mettre. Et je trouve que là-dedans, on est un peu gaulois, c'est-à-dire qu'on est, alors vous me direz, on est dans un plan de relance, mais quand même, si on veut un avenir, si on regarde l'avenir à long terme, ce qu'on avait fait avec l'accord de Paris, c'est aller dans ce sens, pousser les autres, mettre au point des organisations, pas forcément internationales, c'est très compliqué, mais enfin quand même, regroupant plusieurs pays, parce que c'est pas nous tout seuls qui allons changer le réchauffement, c'est l'ensemble des pays de la planète. Alors sur ce sujet, sur ce sujet, moi je partage le volontarisme que Philippe incarne et naturellement la vision globale aussi qu'Hervé Lebras abordée. Seulement, si vous me permettez d'être localo-local, dans la vraie vie de l'économie d'un territoire et dans le logement en particulier, il faut séparer d'abord le segment logement social du parc privé. Pourquoi ? Parce que dans le parc social, la rénovation énergétique, ça marche très bien. Et de très longue date, bien avant les années Grenelle, la qualité énergétique du parc social est environ 20% meilleure que celle du parc privé. Et dans le parc privé, si je puis dire, si on faisait encore une dichotomie, il y a le diffus et les copropriétés, avec des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'économie, de prise de décision, qui freinent la décision. Dans un contexte où, on ne le dit pas assez, mais vu le prix d'énergie, la question du temps de retour sur investissement se pose assez facilement pour un ménage. Et tant que cet élément n'est pas résolu, alors je sais qu'il y avait des tentatives par le passé, renchérir le coût de l'énergie, avec le coût du carbone et tout ceci est très compliqué, mais mettons-nous à la place d'un ménage, tant que la question du temps de retour sur investissement n'est pas résolue, la prise de décision sera difficile. Alors c'est en ça que le renforcement des aides publiques est une bonne chose aujourd'hui. Avec le principe de la prime. Avec le principe de la prime Rénov, qui a été doublé, ce qui est une excellente nouvelle, parce que ça va faciliter la prise de décision du ménage, ça va le décider à y aller, et dès lors qu'il y aura une demande, ça va mobiliser la filière aussi, qui se mobilise depuis de longues années. Chacun sait ici tout l'investissement de la filière du bâtiment, dans la formation professionnelle, sur les métiers de l'environnement, de la rénovation énergétique, depuis très très longtemps là-dessus. Mais ça va créer un aspirateur, et encore une fois, on revient aux fondamentaux de l'économie locale qui fait fonctionner de l'activité et de l'attractivité. Donc je pense qu'avant les discours sur comment dirait le changement global, c'est pas que notre faute, il y a aussi les Chinois qui doivent changer, bien sûr, mais c'est qu'à un moment la prise de décision elle est individuelle. Donc si les ménages ne sont pas incités à prendre la décision, à y aller, la machine ne démarrera pas. Et là c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a du carburant supplémentaire. Ma prime Rénov est une excellente nouvelle, elle est doublée, et donc maintenant ça doit inciter les ménages. Il doit donc y avoir toute une émulation locale pour laquelle les collectivités auront toute leur place. Il y a de nombreux guichets qui s'installent au sein des collectivités qui sont là pour mieux informer les ménages, pour les entraîner à y aller, pour les informer du doublement des aides. Parce que combien de ménages y a-t-il qui ne connaissent même pas les aides ? Je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Mais donc il y a toute une émulation qui doit s'organiser entre les collectivités, le financement public, c'est comme ça aujourd'hui, vu le prix de l'énergie. Et maintenant, il faut y aller et donner là aussi une vision pour le secteur, pour s'investir dans ces nouveaux métiers, attirer des jeunes, c'est très important, et donner une nouvelle trajectoire, donc de l'espoir.
Nicolas, un quart de seconde. Philippe Pelletier, maintenant que le plan de rénovation énergétique a été annoncé par l'exécutif, on va rentrer dans une phase notamment de communication auprès du public des ménages pour bien leur faire, leur donner, montrer l'existence de cette prime qui est très incitative, puisqu'il n'y a pas une gouvernance aussi directive que quand on est bailleur d'un parc social. Alors, l'information et la communication vont se faire à la fois sur le plan national et à la fois, comme Koumaran l'expliquait il y a un instant, par le relais de ces structures d'information, de conseil et d'accompagnement des ménages qui sont en train de se mettre en place partout sur le territoire avec des financements croisés de l'État et de la région. Donc oui, c'est en train de se développer et chacun accédera à une information fiable, non commerciale, qui lui permettra de faire le bon choix, y compris les élus locaux des petites communes, y compris les détenteurs du parc tertiaire des PME. Donc on ratisse large pour que l'information se diffuse bien. Et je pense qu'on est au stade où la perception de la nécessité sur le plan intellectuel de transformer les biens, elle est assez partagée. Et que le sujet, c'est de passer de cette perception au passage à l'acte. Et ce passage-là, il a besoin d'être informé, d'être renseigné, d'être appropriation. accompagné. Ne serait-ce que la réponse est à la question par où je commence. Voilà. Et ce point-là, il faut trouver le levier qui permet que ce déclenchement s'opère, mais la prise de conscience générale s'est considérablement améliorée. Nicolas Bouzou, Jean-Marc Vercher, vous voulez intervenir ? La tâche est immense et les collectivités locales sont bien sûr, vous l'avez tous dit, au centre du jeu, que ce soit en matière énergétique pour l'éclairage public. Moi, je suis un peu effaré qu'on ait attendu si longtemps pour rénover de fond complètement notre éclairage public, de passer en LED, quand vous savez que hier ou aujourd'hui, on a un lampadaire, c'est 150 watts, qu'on peut descendre à 50, et avec des LED, l'abaisser à 13 watts la nuit, ou l'éteindre à la demande au passage, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur des lampes, des ballons et autres. On a, Angers, c'est 22 000 points lumineux, la Glo, c'est 45 000 points lumineux, c'est quelque chose d'énorme. On a pris le taureau par les cornes, on va le faire sur les 3 à 4 ans qui viennent au travers d'un marché de performance, mais c'est quelque chose qui a tardé et qu'il faut qu'on fasse. C'est les mobilités sur lesquelles on a un champ d'action énorme et les collectivités locales doivent montrer l'exemple et pousser et aller dans ce sens-là. On n'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans le logement, tout ce qui est rénovation de logement, c'est aussi adaptation au maintien à domicile, parce que le vieillissement chez soi, ça va être un enjeu qui est un enjeu à la fois énergétique, parce que je ne pense pas que la solution de déplacer, de construire de nouveaux équipements pour personnes âgées soit la solution. Comment on fait tout cela ? Vraiment, on a au niveau des collectivités, avec les entreprises, avec les bailleurs, les plans de rénovation urbaine, je reviens sur Angers, mais on a deux opérations de rénovation urbaine qui, à toutes deux, vont faire sur les 5 à 6 ans prochaines 500 millions d'investissements avec l'aide de nos partenaires bailleurs, d'Action Logement et d'autres. Mais c'est tout un chantier avec, bien sûr, la population, et c'est peut-être ça le plus dur, c'est de faire adhérer tout le monde pour aller vers quelque chose de plus économe, de plus acceptable pour chacun, de plus vivable. Angers, c'est 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est la ville la plus verte de France. Et pour autant, on va aussi s'engager dans la,
les cours d'école, il faut qu'on arrête d'avoir pour la transition écologique, pour la chaleur, qu'on arrête d'avoir ces cours complètement imperméabilisés dans les rues, les parkings, un certain nombre de choses. On a un chantier immense qui s'offre à nous ou qui nous attend, et pas que dans le domaine énergétique pur, dans le domaine de tout ce qui améliore la qualité de vie par rapport à ce réchauffement climatique. Le domaine de l'eau, tous les domaines sont touchés, et je crois qu'il faut qu'on s'attelle à la tâche avec la population, avec tous les partenaires, mieux qu'on ne l'a fait par le passé. Et je crois que ça n'est pas quelque chose de gauche, de droite, d'en haut ou d'en bas, c'est quelque chose d'humain et pour l'humain. Alors, vous avez fait, de façon sous-jacente, vous avez parlé d'un projet de service digital, puisque vous parlez de 45 000 lampadaires sur la communauté Angers-Loire Métropole, 290 000 habitants, je rappelle. Et vous avez, dans le cadre d'un appel d'offres et d'un consortium mené par Engie, tout à fait, permis, et c'est en cours, de créer des économies sur la gestion des lampadaires en LED, en mode LED, pour des économies évidentes, que ça serve quand on en a besoin, et aussi dans une logique de service pour les habitants. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est ce qu'on appelle modestement le territoire intelligent sur Angers-Loire Métropole. C'est un marché de performance sur 12 ans de 140 millions d'euros. C'est-à-dire que ce ne sont pas 140 millions d'euros d'investissement nouveau, c'est un regroupement de tout ce qui nous attend en matière à la fois d'énergie et d'économie d'énergie et de service à la population. On est parti du principe que si on renouvelait nos 40 000 lampadaires, qui sont des points répartis dans le moindre village, enfin bourg en tout cas, ouais, et dans la ville, qu'on pouvait utiliser cette rénovation complète avec des capteurs d'allumage et d'extinction à la demande ou en fonction d'un certain nombre de critères sur telle rue, au passage piéton de trafic, qu'on pouvait utiliser ce système à la fois pour d'autres services et jouer sur un certain nombre de services à la population et d'économie aussi d'énergie et de moyens. Par exemple, ces capteurs vont nous permettre sur Angers de gérer l'ensemble des entrées à l'hypercentre et la connaissance pour l'usager du nombre de places de parking dans tel ou tel endroit en surface ou en sous-sol. Ça va nous permettre de connaître l'humidité dans nos parcs publics et ne pas allumer l'arrosage alors que l'humidité sous-jacente est bonne. Ça va nous permettre d'arrêter à Noël dans tous les bourgs d'aligner du fil pour la sono de Noël. On va avoir un certain nombre de commandes à distance ou de choses. On a un tas de... on a des services multiples que doit nous donner ce maillage, cette rénovation de notre réseau d'éclairage public au travers de ce territoire intelligent, qui est un chantier, un projet dont je pourrais vous parler une heure, mais voilà. Donc c'est l'esprit. C'est de la régulation par du digital qui offre du service et des économies très importantes, avec une obligation de résultat pour l'opérateur ? Absolument, une obligation de résultat sur un certain nombre de postes, de parties, sur notre réseau d'eau et tout un système de vannage pour mieux connaître les fuites. J'en passe et des meilleurs, non peut-être pas, mais en tout cas, j'en passe, mais c'est quelque chose qui doit être structurant. Et en tout cas être transversal aussi à la collectivité ou à nos 29 communes pour pouvoir arrêter de travailler en silo. Bien sûr. Je crois que c'est aussi la ville intelligente. Nicolas, vous vouliez intervenir ? Oui, la question, la préoccupation écologique, elle s'est vraiment cristallisée pendant la crise. Elle existait avant la crise, bien évidemment. Elle s'est cristallisée pendant la crise, ce qui n'était pas du tout évident, puisqu'on aurait pu penser, au fond, que des préoccupations purement, strictement sanitaires, ou même des préoccupations économiques et sociales, allaient se substituer à la préoccupation environnementale. Et en réalité, les opinions publiques ont considéré sans doute que ce qui nous tombait dessus était une catastrophe, et donc que ce risque de catastrophe, qui était assez théorique,
peut se matérialiser. Et la question climatique peut générer des catastrophes extrêmement concrètes. Et donc, les opinions publiques maintenant, mais quasiment partout dans le monde, je suis très sensible au point qui a été souligné par Hervé Lebras, c'est-à-dire que ces problèmes sont des problèmes mondiaux, bien évidemment, qui admettent au moins une coordination internationale. On aimerait plus, mais enfin au moins une coordination internationale. Ce qui me rend assez confiant, c'est que dans quasiment tous les pays du monde, ces préoccupations sont très présentes, même quand ça ne se voit pas. Je veux dire, aux États-Unis, ça ne se voit pas en raison de la politique de l'État fédéral, mais si vous prenez un État comme la Californie, par exemple, c'est l'un des États, mais qui a engagé le plus d'investissements au monde en matière de transition écologique. Pareil en Chine. La Chine est un pays aujourd'hui qui prend ces sujets à bras-le-corps. Et alors tout ceci, donc j'écoutais mon voisin avec passion, parce que tout ceci va entraîner un mouvement absolument extraordinaire de rénovation urbaine, ce qui est une excellente nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Et alors, figurez-vous que le précédent grand mouvement de rénovation urbaine, c'est, on va dire, le dernier quart du 19e siècle, et c'était vraiment pour des raisons de santé. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'émergence, exactement, c'est lié à l'émergence de la théorie microbienne. Il a fallu vraiment qu'on comprenne comment est-ce qu'un certain nombre de maladies pouvaient se transmettre par des bactéries ou par des virus. Et c'est quand on a compris véritablement ça qu'on a décidé de bâtir un urbanisme, et notamment, évidemment, tu as raison, en matière d'eau, mais pas seulement, aussi en matière de circulation de l'air. C'est à partir de là aussi qu'on a commencé à mettre des douves, des salles de bain, des toilettes modernes dans les logements, pour des raisons qui étaient des raisons de santé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un peu de mépris, l'hygiénisme. J'entends beaucoup ça. J'entends « Ah, mais on risque de tomber dans une société hygiéniste ». Mais c'est formidable. C'est très bien. Au 19e, Haussmann était un hygiéniste. Il a beaucoup pensé à ces questions-là, et c'est ça qui a vraiment permis, ce sont ces réflexions scientifiques qui portaient sur la santé qui ont permis de rénover nos villes. Et aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est en fait l'utilisation par les territoires d'une rationalité scientifique des questions de développement durable. Et donc, on est dans ce mouvement aujourd'hui. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être complètement à contre-courant, mais qu'on pouvait quand même être assez confiant, pas sur l'avenir immédiat. Je vois bien, je suis très bien placé pour voir les très grandes difficultés vers lesquelles nous allons. Mais on peut être confiant à moyen terme. Vous voyez, quand je vous écoute, on est en train de reconstruire des villes, mais qui seront beaucoup plus agréables à vivre dans 20 ou 30 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc on a parlé de rupture économique, de rupture climatique. Bon, toutes les ruptures sont liées. On a été sur le bâtiment, ce qui est tout à fait logique. On va aller sur le digital, et tout est lié, puisque Jean-Marc Verschère parlait de ce service de régulation par le digital, de gestion notamment des lampadaires et de l'éclairage, mais aussi d'autres services pour la population d'Angers-Loire Métropole. Parlons de la rupture digitale. On vient d'en parler sous l'angle de l'innovation. Ce sera mieux, mais est-ce que qui dit rupture dit partage et accès à tous? Est-ce qu'on l'a vu au moment du confinement, toute la dynamique des collectivités, des parents, des élèves, de l'éducation nationale sur l'école apprenante a réussi, si ce n'est qu'il y avait 10-15% de gens qui, malheureusement, et on en est tous quelque part responsables, parce qu'on n'est pas concernés, on n'avait pas ce problème matériel, nous, mais on a tous une responsabilité, n'avaient pas immatériellement la connaissance pour savoir se servir, ou matériellement le matériel ou l'accès au réseau. Donc sur la rupture digitale, qui existait bien avant cette pandémie qui génère cette crise économique, il y a bien évidemment de l'innovation, il y a bien évidemment une ambition partagée, mais pour l'instant, il y a des gens qui sont au bord du chemin. Et donc c'est une rupture avec de la casse. Je ne sais pas si vous voulez en parler sous l'angle local, sous l'angle démographique, sous l'angle de la construction, sous l'angle économique. Je ne sais pas, mais on peut déjà l'aborder sous l'angle de l'égalité des territoires, qui est loin d'être une chose acquise. Et c'est vrai que cette rupture, cette période a montré encore plus que dans n'importe quelle autre période combien il y avait des territoires ruraux où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait en matière de télétravail, ou des territoires, même dans des territoires urbains, où on avait une inégalité flagrante, et dans les populations, entre les anciens et tous ceux qui
on a parlé d'illectronisme, c'est ça? Oui. Je crois que c'est quelque chose contre lequel il faut pour lequel il faut qu'on avance dans cette égalité. Et la période nous y a aidés aussi. Il faut opportunité et risque, quoi. On a mis à jour des inégalités flagrantes, on les a renforcées presque avec cette période, mais ça nous aide à aller de l'avant et à faire en sorte qu'il y a des initiatives partout pour essayer de vaincre ça auprès des anciens, auprès de des jeunes qui sont décrocheurs ou autres. Je crois que c'est risque et atout, risque et opportunité, et il faut qu'on prenne ce mouvement aussi pour cela, pour ce qu'il nous donne comme opportunité. Bon, cette crise, évidemment, là encore, elle a cristallisé complètement l'importance du numérique, puisqu'on a des relations qui sont beaucoup plus distancielles qu'auparavant. Elle a montré, et ça on le savait, mais elle a montré qu'en termes de production d'outils numériques, l'Europe était très en retard sur la Chine et sur les États-Unis. Depuis le début de la crise, vous n'avez quasiment rien utilisé, aucune application, aucune infrastructure quasiment qui soit européenne ou française. Peut-être Doctolib à la limite, mais c'est tout. Tout le reste, tout ce que vous avez utilisé, c'est américain, et les Chinois n'ont utilisé que du chinois. Malheureusement, je crains que ce train-là ne soit passé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre du plan de relance, je ne vais pas y revenir, mais on a plutôt ciblé l'hydrogène, par exemple, ou des filières sur lesquelles il y a encore des positions à prendre, plutôt que la production de numérique, parce que OVH est une entreprise extraordinaire, mais elle n'est pas Google, et malheureusement, elle ne sera pas Google. Alors là où ils font, en revanche, et ça répond à votre question, et ça s'adresse bien évidemment aux dirigeants d'entreprise, là où il faut qu'on soit bon, on a raté le train de la production. C'est pas bon, mais on l'a raté. Il ne faut pas qu'on rate le train de l'utilisation et des gains de productivité dans les entreprises. Et pour être désagréable avec les entreprises, parce que l'amitié, c'est aussi de se dire les choses, quand on a été obligé de lancer le télétravail, moi j'ai été très étonné de voir comme un certain nombre d'entreprises n'étaient pas prêtes. Je parle évidemment plutôt des cadres ou des gens pour qui le télétravail était possible, mais des gens qui n'avaient... Alors, je ne parle même pas de la couverture qui est notre problème, de la couverture 4G ou de la fibre sur l'ensemble du territoire, mais beaucoup de salariés n'avaient pas de tablette, pas d'ordinateur portable, ils avaient un ordinateur fixe, on a vu des trucs pas possibles, des entreprises qui sont allées installer des ordinateurs fixes chez des gens, mais dans les métropoles qui pouvaient avoir de petits studios. En termes de cybersécurité, dans beaucoup d'entreprises, le terme n'existait même pas. Et donc, il y a eu vraiment pas alors parfois même dans des grandes entreprises. J'étais étonné d'ailleurs de voir que certaines PME étaient très bien préparées et parfois des très grandes banques. Alors là, c'était vraiment la panique absolue. Et donc ça, mes amis, il faut vraiment le corriger, mais de façon urgente, parce qu'on ne peut pas louper tous les trains. C'est pas possible. Et il y a une crise dans la crise qui est effectivement la crise de la cybersécurité qui remet en cause notre souveraineté en termes de patrimoine d'information économique. Les Chinois qui ont peut-être... les Chinois, je m'arrête là dans ma première phrase, mais en tout cas, les Chinois, ils ont quand même fait du hacking, ils ont essayé de pirater les données de la PHP pour voir où en était la recherche sur la Covid. Ça interpelle. Je suis désolé, mais moi, j'ai démonté des ordinateurs chez moi pour les mettre chez les collaborateurs. Oui, mais ça, c'est ton esprit altruiste. Oui. Hervé Lebrun, est-ce que le digital peut être une chance dans l'aménagement du territoire? Est-ce que l'aménagement du territoire est équilibré? Et troisième question, en perspective un peu impertinente, Nicolas parlait des GAFA de façon sous-jacente. Les GAFA, Amazon, je suis à Angers, je ne vais pas dans mon petit commerce, mais je vais sur Amazon, ça déséquilibre, je me tire une balle dans le pied. Oui, alors... sur la couverture sur le territoire, c'est un point essentiel. C'est quand on regarde la carte du haut débit, c'est quand même, la France est un peu ridicule par rapport à nos voisins. Or, à nouveau, un peu comme j'avais parlé de la mobilité avec le logement, à nouveau, ça conditionne la mobilité, l'implantation des Français, et notamment... et on l'a vu, justement, de ce point de vue-là, la crise a été un accélérateur. On a vu que ça peut pousser à ce qu'on appelle des bilocalisations, c'est-à-dire au fait qu'une personne va travailler par télétravail pendant 3 jours ou 4 jours à la campagne, et puis aura un petit appartement loué ou possédé
dans une métropole où elle aura ses rendez-vous, aussi ses besoins culturels. Et donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé déjà en Allemagne ou en Angleterre. C'est aussi parce que c'est des pays plus denses que la France. Donc, c'est au fond... la proximité est plus grande entre la country et puis la ville. Mais enfin, c'est assez intéressant parce que c'est un moyen d'abord de soulager, y compris en termes de pollution, les grandes métropoles. C'est un point aussi de rééquilibrer la population sur le territoire. Donc là, si on ne va pas vite sur cette question de remplir les grands trous qu'il y a dans le maillage haut débit, là, on va vers de gros problèmes. Ceux qu'on cherche à éviter, de concentration par exemple, ou bien de crise du logement, vont être amplifiés encore s'il n'y a pas ce moyen de rebasculer en partie la population. On le voit déjà, la tendance par exemple est tout à fait remarquable, mais pour une autre raison que l'activité elle-même. Quand on regarde les migrations internes en France, si on regarde comment on se déplace, que la proportion de personnes qui se déplacent, qui changent de résidence d'une région à l'autre, la France est coupée en deux. Tout ce qui est au nord d'une ligne Saint-Malo, à peu près Saint-Malo-Genève, est déficitaire, solde est négatif. Et tout ce qui est au sud est positif. Ça n'a rien à voir avec la carte économique de la France, mais ça amène à une sorte de remplissement de tout le sud de la France. Donc il y a une appétence pour la mobilité, il y a un changement de répartition sur le territoire, et pour ça, il faut que non seulement le logement s'y adapte, mais aussi, et surtout, je pense, effectivement, les moyens le haut débit et les moyens numériques. Alors, quant à votre question sur les GAFA, là, je dois dire ça dépasse d'abord mes compétences. Je crois que ça dépasse d'ailleurs les compétences d'un grand nombre même de décideurs français. Donc, je laisse d'autres y répondre. Mais cette bilocalisation, pour certains peut-être qui ont les moyens, ça nécessite aussi du transport propre. Parce que je vais dans le sud, autant que ce soit par une voiture électrique ou du train que de l'avion. Oui, mais ça, il faut bien voir que, au fond, dans la plupart des évolutions actuelles, on est très souvent dans ce que les Anglais appellent, les Américains appellent un double bind. C'est-à-dire que, oui, si on corrige une chose, mais de l'autre côté, on rend plus problématique une autre. Donc c'est un équilibre difficile. Vous avez raison, ça entraînera plus de mouvement, de mobilité. Mais je pense que, notamment dans la mesure où justement la production de CO2 est quand même assez largement aussi une production domestique, ça changera quand même plutôt positivement. Il faut dire aussi autre chose, que ça amènera un développement des espaces de coworking. Et ça aussi, c'est un aspect, je pense, qui est assez intéressant, parce qu'au fond, une des grandes plaintes des Français n'ont pas été très contents, en fait, dans les enquêtes du télétravail. Mais ils n'ont pas été contents, c'est à cause de l'isolement, c'est à cause aussi de la difficulté de combiner vie familiale et vie professionnelle. Et de l'inquiétude. Exactement. Mais l'espace de coworking est une solution qui permet d'avoir des contacts, qui permet d'échapper aussi à son logement. Donc là, il y a une piste, en plus de ça, c'est un moyen de revitaliser souvent des agglomérations, des communes qui sont assez modestes. Donc là, mais pour ça, il faut que le haut débit soit vraiment facile. Alors justement, Pascal, vous parliez tout à l'heure d'innovation par le digital, qui, comme le projet d'Angéloire Métropole, qui permet à des gens d'économiser plus intelligemment leur consommation d'énergie, d'avoir une mobilité qui va peut-être se renforcer intra-territoire, intra-pays, plus intelligente, avec de l'information digitale, du service, de la data, comme on dit, qui leur permet de mieux réguler. Vous travaillez sur des sujets comme ça, sur vos projets de construction ? Moi, personnellement, je suis comme les trois quarts de mes confrères. On est, je pense, assez fortement digitalisé. Mais derrière le digital, il y a les hommes, quoi. Et c'est-à-dire que, par exemple, on a parlé du BIM depuis 10-15 ans. La maquette numérique. La maquette numérique.
Bon, bien, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça fonctionne si les modalités pratiques de coopération sont bien écrites et respectées. Hein, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça veut dire qu'on sert quand même à quelque chose, quoi. Et donc, ça infuse, mais c'est quand même assez long. Parce que là encore, les comportements sont longs à changer. Et puis, surtout, il y a un déficit de formation au niveau... je ne jette pas une pierre qui que ce soit, mais au niveau des donneurs d'ordre, qui effectivement ne prennent pas à bras-le-corps ces outils, dont je dirais, le secteur marchand, lui, va prendre à bras-le-corps parce qu'il fait des gains de productivité absolument phénoménaux. Donc c'est pas exprimé dans les demandes, dans les expressions de besoin, les appels d'offres. Si vous voulez, on peut très bien répondre à des tas d'appels d'offres BIM exigés. Une fois qu'on a fait le travail en maquette numérique, on redonne le travail au maître d'ouvrage. Merci, envoyez-moi 3 exemplaires papier, s'il vous plaît, monsieur. Bon, voilà, enfin, je caricature, mais si vous voulez, c'est un petit peu ça. Donc il faut essayer de dépasser ça. Bien sûr. Hein, et là encore, c'est une question de comportement. On a une belle plateforme. Je reviens sur Chorus qui existe, voilà. Et non, le process, on m'a appris ça, c'est comme ci, comme ça. Et qui a été un investissement coûteux. Et on ne fait pas marcher ce qu'on a entre les oreilles. C'est un petit peu dommage. Qui a été un investissement coûteux, Chorus. Alors ça, moi, je ne connais pas. Hein. Bon, c'est vrai. Bon, écoutez, si ça peut nous faire gagner des milliards à tous les fournisseurs, ce serait bien. Mais, et à la nation, bien sûr. Mais voilà un petit peu mon expertise un peu à 2 balles, hein, si je dirais, mais c'est un peu du concret. Et si je puis me permettre, Chorus est pour les marchés publics, selon les segmentations de taille d'entreprise, c'est progressif, mais c'est prévu pour les entreprises à terme. Ah ben ça l'est. Mais ça y est, mais tous les jours... mais même pour le secteur intramarchand. J'aimerais bien déposer tous les jours, ça veut dire que je... Oui, même pour le secteur intramarchand. Tous les jours, on dépose des factures sur Chorus. Hein, et les entreprises déposent leurs factures. Ouais. Nous, par exemple, les économistes, on les vérifie, on les renvoie. Et par exemple, des choses très concrètes. Certaines collectivités vont dire « Ah bah oui, mais moi, vous n'avez pas le droit de modifier la facture. Vous l'envoyez bon. Mais, donc il y a du standard. Ouais. Mais alors, on sert à quoi hein bon, voilà. Quand on fait, par exemple, un constat d'avancement sur un chantier, on a quand même le droit de dire bah, « Écoutez, monsieur l'entrepreneur, désolé, hein, Jacques, hein, vous avez mis 70%, moi j'ai contrôlé que vous aviez fait 80%. Hein ? Voilà. Alors, on a parlé de rupture et de crise économique, climatique, forcément du bâtiment, digital, et de façon sous-jacente, il y avait la rupture sociale. Est-ce qu'il y a une rupture ou une fracture sociale dans le pays actuellement, Hervé Lebras ? Et si oui ou non, est-ce qu'elle peut se développer ou se renforcer avec la crise qu'on ne peut pas totalement maîtriser, parce qu'on est au début d'une crise économique ? Oui. Peut-être juste un mot sur... Il y a une rupture... c'est pas vraiment une rupture sociale, mais quand même, il y a une rupture qui m'a frappé. C'était au tout début, quand on a commencé la discussion. Avant le mois de janvier, j'étais très impliqué dans la question une des questions des retraites, qui était... il fallait à tout prix, c'était Édouard Philippe qui le demandait, qui avait créé une sorte de commission pour ça, il fallait éviter un déficit de 14 milliards d'euros en 2027. Hein, vous vous souvenez de ça, quand même ? On l'a évité, ce chiffre-là. Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait évité, mais quand je vois que 100 milliards qui partent comme ça et pas en 2027, je me dis là, il y a quand même un vrai changement. Là, ça vaudrait le coup d'ailleurs de l'examiner un peu. C'est de la rupture. Alors maintenant, sur la question sociale, oui. Je pense qu'il y a une chose qui s'est aussi produite, c'est... l'économiste, sociologue économiste Dominique Médat de Dauphine l'a exprimé, je trouve, assez simplement en disant il va falloir reclasser dans le bon ordre les activités vitales. Je pense là, c'est un point profond, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de métiers qui étaient des métiers plutôt qui passaient ou invisibles ou peu valorisés, étaient importants et même essentiels pour notre vie. C'était les livreurs, c'était les infirmiers. Enfin, vous connaissez mieux que moi tout cela. Et que ces métiers-là, en plus de cela, c'était des métiers à risque. Donc, il y a quelque chose qui va être, d'un point de vue social, nécessairement repensé. Sinon, la prochaine fois, ça se passera mal, parce que ces métiers-là sont très bien comportés. Mais il faudrait qu'ils continuent à bien les traiter. Oui, donc là, il y a un large problème qui est... alors, il a été abordé par la bande avec la prime qui a été donnée, vous le savez, de à peu près 1 000 euros. Bon, mais c'est un petit bout de cela. Il y a quelque chose à repenser dans une sorte de
prime de risque. D'ailleurs, le mot risque était d'ailleurs dans l'énoncé de cette table ronde. Donc là, il y a un vrai problème qui peut d'ailleurs même, par exemple, rejaillir sur le logement, y compris sur le logement social. Par exemple, en Angleterre, dans les social housing, il y a une préférence qui est donnée pour justement ces métiers vitaux, pour qu'ils aient un logement à proximité de leur lieu d'activité. Voilà le genre au fond, de changement qu'on peut être amené à faire. Alors maintenant, plus généralement, est-ce que la crise... Bon, là, je vais être plus dans la banalité parce qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas encore beaucoup d'éléments statistiques pour trancher, mais ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est que ça va bien sûr atteindre beaucoup plus les plus fragiles. Il faut faire attention que il y a beaucoup d'études maintenant en France et à l'étranger qui montrent que les minorités, les plus pauvres ont un risque d'attraper ou de décéder même du Covid qui est plus important. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus pauvres ou puisqu'ils sont dans les minorités. Le Covid n'est pas capable de distinguer la minorité, l'origine des gens. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas plus concentré mais c'est parce qu'ils sont avec dans moins des métiers. Ben oui, c'est parce qu'ils sont dans on retombe sur ce que je disais. Ils sont dans des métiers plus exposés. C'est ça que. Alors peut-être qu'on le. Et des espaces de logement plus concentrés. Alors sur les logements plus concentrés, il faut être prudent. J'ai publié dans l'hebdomadaire de Photorino le 01. À partir des données de recensement, quel est le nombre moyen quelle est la le nombre moyen de pièces par personne selon la profession du chef de ménage. Le nombre moyen selon la profession du chef de ménage, si c'est un cadre, le nombre de moyens de pièces par personne, sur l'ensemble de la population en France, c'est 1,85 pièces. Voilà. C'est parce qu'il est en métropole. Alors vous me direz, on se moque, qu'est-ce que c'est que 0,85 ? Bon, c'est parce qu'il est en métropole aussi. Pour les professions intermédiaires, c'est 1,72 et pour les ouvriers, c'est 1,65. C'est très peu différent, contrairement il y a peu de différence sociale. La vraie différence, elle est entre ceux qui ont un appartement et ceux qui ont un pavillon. Or, les ouvriers qui ont progressivement été rejetés du centre des villes ont beaucoup plus souvent vivent en pavillon, ce qui explique la proximité. Donc, vous voyez, il faut être assez prudent sur ce genre de conséquences. Ce qui va plutôt se produire, ça va toucher non pas les plus pauvres, mais ce qui n'est pas la même chose, les plus fragiles. Donc on retombe sur la question des gilets jaunes. Les gilets jaunes n'étaient pas la partie la plus pauvre de la population, mais c'était la partie qui était dont les budgets étaient les plus serrés, c'est-à-dire qu'il y avait les frais, bien sûr, de circulation, de voiture, importants, comme vous le savez. Là, on a les chiffres, ça se montait, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était de l'ordre du quart. Ils étaient dans du rue repas. Il y avait le remboursement du logement, il y avait pouvoir parer l'imprévu d'une panne ou d'une maladie. Donc c'est ces gens-là qui vont c'est les fragiles qui vont être impactés. Ça sera très compliqué de résoudre, et ça sera d'autant plus compliqué que, comme vous le savez, comme on ne le dit pas assez, quand on regarde l'évolution de l'inégalité en France, on est plutôt un pays qui se porte bien. C'est-à-dire que l'inégalité en France, quand on prend, il y a un indice célèbre qu'on appelle l'indice de Gini, qu'on utilise un peu partout. Quand on regarde cet indice, l'inégalité baisse en France jusque vers 2000. Ensuite, elle augmente, mais très lentement. Et là, il peut y avoir une rupture. Et là, je ne sais pas, il peut y avoir à ce moment-là des troubles sociaux importants. On a plutôt les yeux fixés sur, au fond, sur Piketty, c'est-à-dire sur voilà, les 1% par rapport les sans-familles. Aux autres. Oui, c'est ça. Bon. Mais bon, bien sûr, là, les 1% ont beaucoup progressé. Je pense que c'est choquant et beaucoup le pensent. Mais ce n'est pas une inégalité générale, si vous voulez, dans l'ensemble de la société. Quand on dit disparition des classes moyennes, c'est pas vrai. Ça n'a pas, c'est resté à peu près tel quel. Il y a juste ce petit segment des 1%. On le voit très bien sur un grand nombre de sites statistiques. C'est vraiment eux et d'ailleurs qui ont d'autant plus profité d'ailleurs depuis 2017. C'est clair. Donc là, je pense que la situation est assez dangereuse parce qu'il va falloir...
certaines mesures, mettons justement le chômage partiel, ont été aussi des mesures pour, par exemple, les masques gratuits. Il y a un certain nombre de mesures sous conditions de ressources qui, je pense, jusqu'ici, ont été des bonnes mesures. Mais il va falloir continuer, ça coûte cher. Ah oui, oui, ça s'inscrit de façon ponctuelle. Puisque sinon, il y a une autre rupture, c'est les jeunes et l'endettement qu'on leur laisse, quand même. Mais Philippe Pelletier. Juste un mot, mais mon voisin pourra mieux le dire. Je pense aussi que, justement, parmi les gens fragiles, il y a les gens personnes qui ont des difficultés, par exemple, à payer les charges, si elles sont propriétaires, ou bien si elles sont locataires, notamment dans le social. Le parc social, donc, oui, le problème des impayés, qui va rejoindre un autre problème dont je ne suis pas sûr qu'on ait complètement conscience, c'est l'idée de l'accession à la propriété. Et là, il va falloir revoir aussi cela, parce qu'un grand nombre de fonds d'accession à la propriété des 10 dernières années de vente de HLM ont conduit à une très grosse détérioration de ces propriétés, parce que les personnes ne sont pas capables d'affronter les frais de copropriété. Donc là, d'après ce que le gouvernement parle à nouveau de propriété, de vente, vous devez savoir ça mieux que moi, du parc. De vente d'une partie du parc HLM, ça risque justement de conduire là, dans la situation actuelle, à de graves difficultés. Philippe Pelletier. Deux observations. La première, c'est pour rappeler, parce qu'on a parfois la mémoire courte, c'est que depuis quelques dizaines d'années, l'augmentation du confort des logements est une donnée absolument phénoménale en France, à la fois par l'amélioration du confort, les 3 éléments de confort qui sont installés dans presque tous les logements, et à la fois par la maîtrise de l'espace. En gros, une pièce de plus pour une personne de moins, c'est l'évolution qu'on a pu observer. Donc on a globalement un parc plus confortable. La deuxième observation, c'est sur les fragilités observées pendant la crise, qui à la fois a révélé des solidarités incroyables, mais aussi une émergence de fragilités que les associations d'accompagnement ne connaissaient pas. On a vu que, comme le disait Hervé Lebras, que la disparition d'une partie de l'économie dite informelle, de petits métiers, ajoutée au non-usage des cantines scolaires pour les enfants, où on ne paye qu'1 euro, ont mis des familles dans l'extrême difficulté. Et on a vu les repas gratuits servis dans une ville comme Paris voir se présenter des ménages qui jamais on imaginait pouvoir venir demander un repas gratuit. Et donc, c'est une observation qui renforce l'idée que beaucoup connaissaient, qu'on est une société apparemment riche, développée, mais où il y a des fragilités puissantes, à quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, qui font l'équilibre ou le désastre. Et il faut qu'on soit collectivement très vigilants pour que les solidarités qui se sont exprimées de la part de l'État ou de la part de quantité d'initiatives privées perdurent dans la durée pour éviter que ces fragilités ne créent des inégalités sociales et des ruptures sociales graves. Et d'où l'importance des territoires, parce que c'est des élus qui connaissent les zones de souffrance ou les points de souffrance. Jean-Marc Vercher et puis Nicolas Bouzou. Tout à fait à ce qui vient d'être dit. C'est quelque chose qu'on a découvert, les difficultés que le confinement ou l'après-confinement a fait naître avec les enfants qui n'allaient pas à l'école et les problèmes de cantine. Il y a une autre difficulté où toutes les villes sont confrontées en cette rentrée sur la disparition d'un certain nombre d'exutoires. Tout ce qui était la vie de la nuit a disparu, tout ce qui était les spectacles de sport, tout ce qui était... Et on retrouve des incivilités croissantes un peu partout. On retrouve des gens qu'on ne sait plus, des enfants ou des familles qui ne savent plus gérer leurs jeunes ou leurs moins jeunes. Et on a une montée des ruptures entre les habitants des centres-villes et toute cette
toute cette jeunesse qui essaye de vivre malgré tout. Voilà. Je suis d'accord, mais avant de passer la parole à Nicolas, le festif collectif s'est atténué d'un point de vue spectateur. Mais d'un point de vue pratique, on peut encore aller jouer au foot, jouer au rugby, jouer au tennis. Ouais. Donc d'un point de vue, peut-être on peut en tirer une force positive, c'est faciliter le fait que les jeunes deviennent, pour ceux qui ne sont pas sportifs, pas uniquement spectateurs, mais acteurs et sportifs. Là, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut jouer. Il y a quelque chose à faire, mais aujourd'hui, on est un peu face à ce mur-là qui nous arrive. Angers, c'est 42 000 étudiants. On les voit arriver là, ces jours-ci. Il n'y a plus rien au niveau de la nuit. Les bistrots, on est en train de nous dire, attention, on va les refermer à 22 heures. Et les rues vont être un peu plus invivables que parfois elles sont dans le centre-ville les jeudis soirs. Ça génère de la violence. Nicolas, Hervé Lebras. Sur ce point, bon, juste, c'est... en allant jusqu'à la gare Montparnasse, j'ai compté la proportion de personnes c'est obligatoire le masque à Paris, qui ne portaient pas. Il y avait une personne sur 7 ne portait pas son masque. C'est quand même grave quelque part. Alors chacune a des bonnes raisons. Vous me direz, c'est des pauvres, des gens pas au courant. Pas du tout. Il y a une enquête de l'IFOP sur vous l'avez vu, cette enquête-là, qui montre que 36% de ceux qui refusent de porter un masque sont des cadres et professions libérales, alors qu'il y a 16% seulement de cadres et professions libérales en France. Donc, c'est un milieu particulier. C'est une expression d'un pouvoir. Donc là, on est en face d'un problème, là, je n'ai pas le temps de développer, mais qui va toucher des questions très graves d'autorité, de refus de l'autorité. C'est absolument pas normal. Par exemple, c'est une fausse conception, comme vous le savez, de la liberté. Si on porte un masque, c'est pas essentiellement pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Bien sûr. Mais apparemment, apparemment, c'est 36% de cadres supérieurs. Il faut voir que si vous prenez The Economist, il y a la liste des 10 pays où il y a le plus forte atteinte de Covid. Sur ces 10 pays, 6 sont Europe et plus les États-Unis. Et les 4 autres, c'est 4 d'Amérique du Sud. C'est quand même, tous ces pays-là sont des pays démocratiques. Donc, il y a là-dedans des problèmes. Si on veut récupérer, si on ne veut pas plonger un peu plus, il y a des problèmes liés à des questions d'autorité. Et de pense que quand on les présente, violence, etc., c'est pas le vrai problème, il est sur le respect de l'autorité de l'État. La violence est une conséquence, mais c'est un manque de repères qui va s'accentuer avec cette crise et de remise en cause de l'autorité, même de la République. Ce qui se passe, si vous voulez, quand il y a d'un côté... alors l'autorité se pose comme autorité, ce qui est le cas actuellement, et puis en même temps elle n'est pas respectée, il y a des anti-autorités. C'est un mécanisme qui historiquement est un mécanisme explosif. Il y a de plus en plus de refus, l'un entraîne l'autre si vous voulez, et historiquement ça s'est toujours terminé par une prise forte de pouvoir de l'autorité. Il faut être prudent, bien sûr l'histoire ne se répète pas, mais... il y a quand même des risques que peut présenter l'histoire. Donc on est dans une situation, là, ça touche moins les questions de construction et d'habitat, mais enfin ça touche la question de vers quelle société on est en train mais ça impacte de... l'habitat, Et la question par derrière, la question plus que sociale, la question politique est par derrière. Ça impacte l'habitat, si l'habitat est détruit, tagué, mais ça veut dire que c'est aussi une voie pour le populisme. Oui, mais vous savez que le populisme, c'est ce qu'on appelle populisme, c'est au fond pas du tout le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir d'une personne sur un peuple, en prétendant que c'est son peuple. Donc le populisme, en général, c'est un pouvoir autoritaire, mais effectivement, c'est un peu masqué. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans un certain nombre de pays. Oui, bien sûr. Nicolas, vous autres. Je suis tellement passionné par la dernière partie de la conversation que j'ai oublié ce pourquoi je levais la main depuis 15 minutes, et c'est très bien que je l'ai oublié. On va rembobiner. Mais non, mais pas du tout. Mais ça va peut-être me revenir, mais c'est pas grave. Ce qu'on dit, Hervé Lebras, c'est le premier adjoint, est très complémentaire. Il faut qu'on fasse cette pédagogie-là. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où justement on est en capacité de faire respecter ces fameux gestes barrières, le port du masque, etc., qu'en fait on peut reprendre la vie qui soit la plus normale
normale possible. Et pour moi, qui suis un libéral assumé, c'est une question qui est très importante, parce que c'est la question de la responsabilité personnelle. Et justement, comme je n'aime pas les contraintes qui viennent d'en haut, le meilleur moyen de les éviter, c'est justement que nous auto-disciplinions. Et c'est ça qui va nous permettre de faire de l'économie le plus correctement possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ravi, et vraiment que je vous félicite très amicalement d'avoir conservé ce congrès, parce qu'on voit bien que on peut parfaitement conserver, faire un congrès. On a des masques, du gel, un peu de distance, et on continue. Et voilà, et on travaille, et c'est absolument formidable. Mais ça m'est pas revenu. D'accord. Je lèverai la main. Non, mais peut-être une remarque, le temps que ça vous revienne. Comment dirais-je, dans le champ de l'habitat, on parlait de rupture sociale ou de crise sociale. Très clairement, durant le confinement, on a, les bailleurs sociaux sont de très bons observateurs un petit peu du climat social. Enfin, je rappelle que dans certaines des filiales du groupe Action Logement, on compte entre 35 à 40% de nos locataires qui sont sous le seuil de pauvreté. On compte également, enfin vous le savez très bien, nombre de nos logements, parfois qui sont situés dans les quartiers dits à difficulté, fruit d'une sédimentation historique. Donc on essaie d'être de bons observateurs un petit peu du pouls social sur la diversité des territoires. Donc c'est un calcul médian, c'est un calcul médian, le seuil de pauvreté, c'est de l'ordre de moins de 950 €. Oui. 60% du revenu médian. Voilà, 60% du revenu médian. Et ça fait moins de 950 € par mois. Ouais. C'est un petit peu mille. C'est énorme. Ce qu'on a observé durant la période du confinement, c'est d'abord une vigilance très forte sur le paiement des loyers. Alors non pas que le bailleur social court après les loyers, il en vit aussi pour réhabiliter, etc. Mais c'est un indicateur. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'au début, il y avait une courbe assez timide d'impayés qui commençait à se traduire ensuite par des retards de paiement. Alors évidemment avec une mobilisation des bailleurs pour faire des reports de charges auprès de nos locataires, d'ailleurs particuliers ou professionnels, parce qu'on a aussi des TPE, des PME qui sont locataires de nos locaux. D'ailleurs, dans ce cadre-là, les partenaires sociaux ont mobilisé une aide aussi pour faciliter, aider les petites entreprises ou alors les particuliers à payer leur loyer. Mais ce sont des indicateurs assez palpables. Aujourd'hui, notre réelle inquiétude, je ne suis pas un expert économique et social, mais c'est peut-être les crises sociales qui arrivent à la rentrée. Voilà, c'est la fin des PGE, c'est l'état des entreprises, c'est comment ça va se traduire sur l'emploi et donc comment ça va se traduire en termes de climat social. Et sur ce plan-là, il est clair que dans le secteur social, on est très, très attentif à l'accompagnement des ménages, parce que quelque part, même si on n'est pas responsable de tout, si je puis dire, comment dirais-je, quand on gère le logement, qui est le lieu intime par définition de vie, enfin d'une famille, d'un ménage et des enfants, on a une attention très très forte sur ce champ-là, et quelques inquiétudes, il est vrai. Voilà. Nicolas. Et en fait, on est revenu au sujet que je comptais aborder. Je pense qu'il faut vraiment aider les ménages les plus pauvres, mais pas parce qu'on crée une crise sociale, en fait. Je pense qu'il faut les aider d'une part parce qu'on peut considérer que c'est juste, ce sont eux qui ont le plus souffert et qui vont le plus souffrir, ça c'est tout à fait évident, je pourrais développer, mais c'est tout à fait évident. Mais il faut le faire aussi parce que c'est efficace économiquement. On est quand même dans une période, alors je vais un peu parler en macroéconomiste, mais où on a des problèmes d'offres et de demande, et on risque d'avoir, même si la consommation pour l'instant se tient bien, mais on imagine quand même avoir ce qu'on appelle en macroéconomie une insuffisance de la demande ces prochains mois, peut-être ces prochaines années. C'est un peu ce qu'on voit quand on regarde les pays qui sont en avance du point de vue épidémiologique et donc du point de vue économique. On voit qu'il y a des problèmes d'offres, bien évidemment, et qu'au bout d'un moment, voilà, il y a une espèce de dépression de la demande. C'est la raison pour laquelle une mesure, typiquement comme la revalorisation de la prime rentrée scolaire, c'est une mesure qui, semble-t-il, est tout à fait justifiée du point de vue social, mais qui en plus est bonne du point de vue économique, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un peu une politique keynésienne. La France n'est pas le pays dans lequel la politique keynésienne est la plus indiquée en général, mais là, pour le coup, en ce moment, je pense que c'est important de faire ça. C'était un doublement de la prime, c'est ça, oui, 200 à 200 euros. Et puis, in fine, ça a aussi un impact sur vous, parce que ça contribue à limiter l'ampleur de la récession, et donc tout le monde en bénéficie. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que cette montée prévisible de la pauvreté, même si on essaie de lutter contre, soit un facteur de crise sociale. En fait, les économistes ont pas mal travaillé là-dessus, et ce qu'on voit,
quand on regarde un peu l'histoire, c'est que les crises sociales, elles se produisent plutôt en fait en période de reprise économique, c'est-à-dire à un moment où l'augmentation de la valeur ajoutée, ce qu'on appelle le PIB, permet justement de déclencher une espèce de bataille, de guerre pour capter la valeur. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, ça s'inscrivait dans une période, du point de vue économique, qui était plutôt favorable, en réalité, qui était plutôt une période de croissance et de baisse assez forte du chômage. En fait, il y a des velléités de demande de partage. Oui, je ne suis pas entièrement d'accord avec cela. C'est même, il y a un très célèbre passage de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Oui, mais il montre justement qu'il y a un très grand progrès pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle qui s'arrête dans les années 1780. Et c'est au fond le fait que ce progrès n'ait pas continué qui a entraîné un très grand mécontentement. Et je pense dans la question, la question des Gilets jaunes est compliquée. Je crois que c'est plutôt une question d'ajustement fin du budget qui a joué. Mais il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que la croissance française a quand même été relativement faible depuis, si on la ramène, par rapport aux anticipations qu'on avait. Mais là où je suis d'accord, c'est que les révoltes ne viennent pas des plus pauvres. Elles viennent justement de ceux qui sont... C'est pour ça que j'ai employé le mot fragile et pas le mot impôt. Elles sont ceux qui sont en état de fragilité. Et ceux-là peuvent être relativement... well-to-do, hein, c'est pas les plus pauvres. Donc c'est seulement de ce risque-là qui peut exister. C'est pour ça que c'est très dur à cibler, parce que ça paraîtra injuste d'aider des moins pauvres par rapport à des plus pauvres. Mais si on est dans un problème au fond d'anticipation politique, ça sera, je crois, nécessaire. Mais pour les jeunes, ils sont effectivement privés d'un certain nombre d'activités. Ils sont inquiets. Pour ceux qui passaient des échéances type bac, ça a été aussi très très inquiétant. Pour ceux qui n'ont... Non, le bac, c'est ce qu'il y avait de moins inquiétant, justement. Ils l'ont souci. Non, mais ma phrase était très précise. La question des boîtes de nuit me paraît beaucoup plus inquiétante. Et la question du logement des étudiants... Je suis désolé, mais ma phrase était très précise. Pour ceux qui étaient en train de passer le bac, et je connais le sujet, c'était très inquiétant. Ils ne l'ont pas dit, ils ont pris sur eux-mêmes. Ils ne savaient pas à quelle sauce ils seraient mangés. Mais... il y a un certain nombre d'activités festives. Ceux qui ont la chance de faire des études, tant mieux, même si parfois... Mais ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre rupture qu'on est en train de leur générer? C'est la dette, le fardeau de la dette. Parce que, Nicolas, vous parliez des indicateurs, de l'endettement. Philippe, vous parliez tout à l'heure, Hervé Lebras, de la prévision de dette qui était prévue, mais qui maintenant est microscopique par rapport à l'endettement qu'on laisse aux jeunes. Il n'y aura pas la notion d'effacement de la dette. Qu'est-ce qu'il en est? Je vais faire deux remarques par rapport à ça. La première remarque, c'est que j'ai participé à toutes les réunions depuis le début du confinement des économistes autour de Bruno Le Maire chaque semaine. Je pense que nous étions tous, je ne peux pas parler au nom de mes collègues, mais je crois que nous étions tous d'accord pour dire qu'en effet, augmenter la dette de 50 ou 60 points de PIB dans l'absolu, ça n'était pas une idée forcément génialissime, mais nous n'avions rien de mieux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était là. Vous savez, la politique, c'est faire les choix les moins mauvais possibles. Et là, nous étions dans une crise qui était inédite, moi ça m'a beaucoup frappé, sans repère. Moi j'ai vécu la crise de 2008, on avait au moins la crise de 29, on avait au moins beaucoup de travaux universitaires sur la crise des années 30, on voyait à peu près. Là il n'y avait pas de process, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, on apprenait en marchant. Et donc on s'est dit, on va vers une récession, avec tout ce qu'on a mis sur la table, on va avoir une récession de 10% cette année. C'est pas mal. Hein. Personne ici n'a jamais connu ça. Personne. Et plus personne, je pense, ne reconnaîtra jamais ça. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu 25 ou 30% de récession. On ne sait pas si le pays aurait tenu. Donc, on n'avait pas d'autre choix. On peut toujours faire le passé en disant on a commencé la crise avec une dette trop... Oui, bien sûr. Bon, mais quand vous devez prendre des décisions, vous ne pouvez pas remonter le temps. Donc ça, c'est la première remarque. Pour les jeunes, le fardeau qu'on laisse. La deuxième remarque, c'est que, au fond, vous savez, parfois dans la vie, quand vous avez un problème qui devient très grave, la solution apparaît. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Européenne a radicalement, enfin, je ne dirais pas qu'elle a changé de politique, mais ça répond d'ailleurs à la question d'Hervé tout à l'heure sur les 100 milliards, elle a considéré qu'elle devait passer du rôle de prêteur en dernier ressort auprès des banques à un rôle de prêteur en dernier ressort auprès des États, et donc elle a acheté massivement, mais dans des quantités extraordinaires, de la dette des États. Donc aujourd'hui, un tiers du bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est de la dette des États. Et donc cette dette
de fait, en réalité, elle est annulée. C'est pour ça que quand on demande une annulation de la dette publique, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque c'est déjà le cas. Elle est dans le bilan de la Banque centrale, elle n'en sortira pas, elle n'a aucune raison d'en sortir. Et si jamais, le jour où ces titres arrivent à échéance, dans 10 ou 15 ans, si jamais la France, par exemple, ne peut pas les rembourser, ça ne posera pas de problème, puisqu'il suffira de réémettre une obligation pour les rembourser qui sera rachetée par la Banque centrale européenne. Donc, il n'y a pas de difficulté. Donc, on n'a pas besoin d'annuler la dette. Alors, mais il n'y a pas non plus d'argent magique. C'est-à-dire que je soutiens cette politique, j'ai fait partie de ceux qui ont poussé à cette politique, mais elle crée d'énormes problèmes. Et l'énorme problème qu'elle crée, qui revient à nos débats, je vous alerte là-dessus, c'est qu'elle fait exploser les inégalités patrimoniales. C'est-à-dire qu'elle fait exploser les prix des actifs. C'est la raison pour laquelle les 100 que n'aime pas Thomas Piketty, j'ai une très mauvaise nouvelle, vont devenir beaucoup plus riches ces prochaines années, tout simplement parce que leur patrimoine financier va considérablement s'accroître. Et c'est pareil pour les patrimoines immobiliers. Et à l'inverse, ceux qui veulent accéder à du patrimoine quel qu'il soit, financier ou non financier, vont avoir plus de difficultés ces prochaines années. Donc il n'y a pas d'argent magique. Cette politique, elle est compliquée, elle est mauvaise, mais nous n'avions pas... Enfin, je dis nous, c'était pas porte-parole du gouvernement, mais enfin, je dis c'est un nous collectif. Je pense que nous n'avions que des mauvaises options face à nous. On a essayé de prendre la moins mauvaise, et il vaut mieux laisser à nos enfants un pays qui sera en état de marche, avec à nouveau de l'activité économique, à nouveau des emplois, on fait la transition énergétique. Il vaut mieux leur laisser ce pays-là avec un peu de dette, ou même beaucoup de dette, plutôt qu'un pays qui serait considérablement, et on ne sait pas pour combien de temps, appauvri. Est-ce que vous voulez intervenir? Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vois aussi des dirigeants d'entreprise dans la salle, dans la filière bâtiment. Jacques Chanu, président de SMA BTP Assurance et ancien président de la Fédération française du bâtiment. Oui, entrepreneur. Je veux juste essayer de revenir sur le sujet du BTP, sur l'analyse de la crise. Je crois que vraiment tout a été dit, et je pense avec grand talent, et bravo parce que ça éclaire beaucoup de choses. Je pense que pour nous, la manière dont on a ressenti cette crise a été de deux manières. D'abord, elle a servi de révélateur sur tout un tas de sujets. Philippe l'a dit, on a vu par exemple dans notre secteur, on a vu qu'occupés ou pas, les bâtiments consommaient autant. Donc c'est bien, me semble-t-il, la preuve qu'il y a une capacité justement de progrès fort sur le comportement, et que le comportement, ça ne se change pas par décret ou en quelques mois. Ça a été aussi, me semble-t-il, révélateur au niveau économique pour nos entreprises, sur la fragilité de nos entreprises, notamment en fonds propres. Ça a été abordé, et j'y reviendrai après. Ça a été révélateur aussi sur la capacité quand même de l'État à réagir, et d'administration d'être rapide, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Les décisions au niveau économique ont été prises très très vite, au niveau sanitaire aussi, avec, comme toujours, un niveau de réactivité et d'erreur qui dépendait de l'état d'information du moment. Mais on a quand même vu une administration qui s'est mise en route, ça a été dit par Pascal, sur les PGE. Comment dire? Il y a d'autres domaines où il y a des pistes de progrès. Et donc, ça a prouvé que c'était faisable. Ça a été aussi révélateur qu'un pays qui économiquement est à l'arrêt est un pays qui meurt. Et que donc tous les grands discours sur la décroissance qu'on entendait encore il y a quelques mois, je les sens un peu moins quand même, un peu moins forts sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si on ne travaille pas, le pays se meurt, et que la qualité de vie des gens est forte. Ça a été révélateur sur l'écologie, puisqu'on a bien vu que rien n'est irréversible, puisque la nature reprenait ses droits. Et que donc tout ce que l'on fait, tous les efforts que l'on fait, qu'ils soient budgétaires, comportementaux ou sociétaux, peuvent avoir un impact sur notre quotidien. Alors évidemment, au niveau européen et autres. Alors il faut que cette crise, pour nous, elle serve effectivement aussi de catalyseur. Catalyseur, et c'est là, je pense, où on a un rôle, tous à jouer. Catalyseur sur le renforcement de la fiabilité financière de nos entreprises. Il faut par exemple que les PGE soient transformés en quasi-fonds propres, on va dire, en accompagnement, parce que ça nous permettra d'être plus près d'être prêt la prochaine fois. Il faut que ça serve de catalyseur sur l'enjeu, justement, pour nos métiers, d'accompagner le marché de la rénovation énergétique.
Il faut aussi que ce soit catalyseur sur une visibilité à long terme des mesures. Si c'est un plan de relance pour 2, 3 ou 4 ans, honnêtement, bah, tant mieux. On ne va effectivement pas mourir en bonne santé, mais à terme, de toute façon, si la visibilité baisse, c'est-à-dire s'il n'y a pas de constance sur la décision, je pense que ça aura un effet moindre. Donc il faut que ce soit catalyseur sur la prise de conscience politique que sur ces domaines-là, il faut avoir une vision à long terme. Puis après, il y a le principe de réalité. Moi, je veux juste quand même dire deux, trois choses là-dessus. J'entends dire que, Philippe, et on en parle souvent, oui, l'enjeu énergétique, l'enjeu de la rénovation énergétique est primordial par rapport à la taille du parc de l'existant, par rapport au neuf. Mais quand on parle de relance économique, je veux juste rappeler dans notre secteur, et je pense que pour les économies c'est pareil, le neuf, c'est pas 99% de la rénovation, c'est pas 90% de notre activité, c'est la moitié. Donc si on veut accompagner les entreprises qu'elles continuent à pouvoir travailler, on ne peut pas abandonner une politique du neuf. Pas seulement pour des raisons économiques pour nous, mais parce que oui, il manque du logement. On est, Hervé Lebralset, dans un pays qui a encore une démographie positive, avec l'immigration et autres, mais qui a encore une démographie positive. Donc on a des besoins aujourd'hui auxquels on peut répondre et qu'il faudra répondre parce qu'en plus, c'est soutenir toute une filière, pas que le bâtiment, mais aussi toute la filière de la construction, y compris industrielle, que l'on fait vivre. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un trou dans la raquette par rapport à ça. La deuxième chose, si on veut que le modèle de la rénovation énergétique et rénovation des bâtiments tienne, il faudra bel et bien un jour qu'on ait un modèle économique stable. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qui on s'est tous menti il y a 10 ans, où on pensait que les économies d'énergie pourraient financer les travaux. Je pense qu'aujourd'hui, à part quelques allumés, il n'y en a pas un qui le pense réellement, à moins que l'énergie explose et ça posera d'autres problèmes. Donc ça veut dire que là encore, le principe de réalité doit nous pousser à dire que cet accompagnement sera durable et qu'en aucun cas, à moins qu'on veuille effectivement que le pays soit à feu à sang, on ne peut pas l'imposer. On peut imposer un modèle lorsqu'il est viable économiquement, c'est-à-dire que les gens qui veulent le mettre en route, et il y a un intérêt. Il y a un principe de réalité aussi, c'est que tout ça ne pourra pas se faire en 1, 2 ou 3 ans. Dans notre secteur de la construction, tous ensemble, d'ailleurs, ça ne peut pas se faire à cadence forcée. Il faut du temps, il faut une appropriation, il faut de la formation, ça c'est vrai. Et puis il faut qu'il y ait un marché. Voilà. Et donc, je pense très sincèrement que cette période, si on revient à ça, c'est une période, bien sûr, qui pour nous est hyper stressante, mais qui peut être formidable d'opportunité pour passer un virage aux entreprises. Mais ce n'est pas de la macroéconomie dont je parle, c'est du quotidien pour nous, artisans et chefs d'entreprise par rapport à ça. Si les indicateurs sont maintenus avec cette volonté politique à long terme, si effectivement on touche à tout, j'ai oublié un indicateur, Koumaran, pardon, oui, de principe de réalité, c'est que le logement social doit redevenir, j'allais dire, le vaisseau amiral pour accompagner cette transition. Parce que au-delà du rôle contracyclique économique qui est essentiel, il doit être aussi valeur d'exemple. Parce que là aussi, sur la rénovation comme sur le neuf, l'innovation dont était à l'origine souvent le logement social doit retrouver ce rôle-là et qu'on vous en donne les moyens. Voilà, donc simplement le discours est de dire on est inquiet, bien sûr qu'on est inquiet pour l'avenir immédiat. C'est pour ça que les réponses du gouvernement sur la possibilité d'un marché à long terme, sur la possibilité d'avoir les moyens de se former, parce que ça ne peut pas être qu'une déclaration, il faut aussi mettre de l'argent, les déclarations sur le renforcement des fonds propres, eh bien moi je suis persuadé que si ce gouvernement et ceux d'après maintiennent cette politique-là, nos entreprises ressortiront renforcées et surtout pérennisées pour de nombreuses années. Donc voilà, je pense que Pascal, encore une fois, grand merci d'avoir maintenu ce congrès, parce que ce discours d'optimisme, on en a non seulement besoin, mais c'est surtout une réalité. Madame, vous voulez intervenir ? Alors, comme beaucoup de choses ont été dites, et présentez-vous un instant. Oui, donc je suis la présidente du directoire de BTP Banque, donc une banque entièrement dédiée au secteur de la construction. C'est notre particularité. Simplement pour attirer un point d'attention sur le BTP, nous aujourd'hui, on a débloqué, on va bientôt atteindre plutôt 2 fois l'enveloppe annuelle d'investissement qu'on octroie habituellement en PGE. Je crois qu'à l'échelle de la France, on a d'éminents économistes devant nous, ils connaissent bien mieux les chiffres que moi.
l'ensemble des établissements bancaires, c'est plutôt 50 à 70% de leur production annuelle. Ce qui veut dire que le BTP, quand même, est un secteur qui a besoin effectivement d'être aidé. Et heureusement que les plans de relance sont arrivés. Moi, je voulais dire un éclairage, c'est qu'on fait beaucoup de bashing, le green, etc. dans le BTP. Moi, en tous les cas, je vois des dossiers de crédit chaque semaine et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les entreprises de BTP et qui sont malheureusement souvent méconnues. Et moi, je veux absolument qu'on trace, qu'on mette en valeur tout ce qu'on a financé à travers nos entreprises qui sont en fait très investies sur la transition numérique, l'écologie, et pour certaines depuis très longtemps. Voilà, donc j'en ai un peu marre de tout ce qu'on entend sur Vous le voyez concrètement, BTP. Mais ce n'est pas forcément médiatisé ou connu de tous. Exactement. Des dossiers très écologie durable. Tout à fait. Il y en a beaucoup et surtout sur tous les territoires. Après, on parle de la sortie des PGE. Tous les établissements bancaires ont fait partie du groupe PCE. C'est vrai qu'on a fait ce qu'on pensait ne pas être capable de faire. On a produit des PGE dématérialisés en moins de 3 semaines. Personne ne pensait qu'on était capable. Le 21 mars, on reportait les échéances de crédit sur 6 mois. Bon, ça arrive bientôt à échéance. 21 septembre pour les premières. Mais on a fait ça, enfin voilà, une communauté qui s'est mobilisée en 1 semaine. C'est fantastique. Donc ça, je pense que dans tous les secteurs d'activité, en France, on a des ressources parce qu'on est toujours en train de penser qu'en France, on est moins bien que dans le reste du monde et on ne fait pas alors qu'on a toutes les ressources pour faire. Donc nous, maintenant, on se prépare à la sortie des PGE. On essaie d'identifier les entreprises qui vont en avoir le plus besoin et on sera prêt pour accompagner les entreprises dans toute la communauté bancaire qui, je trouve, n'a pas été applaudie à 20h, mais qui faisait partie de la première ligne, même si ce n'était pas politiquement correct de le dire. Moi, mes équipes n'ont pu travailler qu'à 50% de télétravail. Alors, on a réussi à obtenir des ordinateurs portables. Donc, j'avais des équipes qui étaient au travail, qui prenaient donc des risques. On a organisé, bien sûr, des rotations, mais voilà, je tiens à le dire au nom de toute la communauté des banques en France, à laquelle je suis fier d'appartenir, et encore plus parce que je finance le BTP. D'accord. Voilà, j'arrête. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Et peut-être un mot de conclusion pour l'un d'entre vous, et puis pour Pascal. Vous permettez que je vous remercie, moi aussi, pour Angers, d'avoir tenu le congrès et d'avoir que vous soyez venus, parce que ce n'était pas évident. On a beaucoup plus de congrès qui sont annulés, ou de manifestations qui sont annulées. J'espère que vous avez apprécié ce centre, que vous apprécierez ce soir la ville. Quand vous reviendrez les uns et les autres avec vos instances, la première, la deuxième et la troisième ligne du tram, dans 6 mois, passeront devant, et lien direct, enfin il y en a une qui passera devant, lien direct à la gare. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'arrêt centre des congrès Jean Monnier sera 2 arrêts avant celui de la gare, 3 plutôt. Et bravo d'avoir choisi Angers et d'avoir tenu ces 2 journées. Et je souhaite bon vent à l'Intec et des travaux fructueux demain. Écoutez, merci beaucoup, je suis très touché. Et puis, ce centre des congrès, pour moi, il résonne quelque chose de spécial parce que j'avais, je ne sais plus, 12 ou 13 ans et mon papa et ma maman m'avaient emmené à une conférence de Jean Boissonnat dans l'amphithéâtre, qui était plein comme un œuf. Déjà sur l'économie. Sur l'économie, déjà. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était le début de ma vocation. Ouais. Mon premier stage, c'était chez un confrère à Angers. Voilà, donc... voilà, c'est une ville qui est chère à mon cœur. Et puis, merci aussi de l'accueil, parce que franchement, toutes les équipes ici, vraiment très bien. Voilà. Moi, je vais conclure très simplement. Je ne sais pas, moi j'aime bien l'expression, on a peut-être mis un petit peu l'église au milieu du village en mettant des choses concrètes, en tordant le cou à des idées, et puis en gardant effectivement un esprit, je dirais, collaboratif, et j'avais rajouté, moi, dans la confiance. Et puis, je vais paraphraser, je dirais, un écrivain français très connu, c'était Paul Valéry, qui disait « L'art le plus complet est celui de construire ». Voilà. Construisons ensemble. Merci.